Tous les jeudis, 19h, 21h, 19h, 21h. Tunnel. Tunnel, le bruit et l'humeur. Anna Toumazov. Et nous sommes le 30 janvier, il est 19h à Paris, bienvenue dans Tunnel. Cette semaine, j'ai adoré faire la fête sur mon lieu de travail grâce à un hyper week-end. Oui, désolée, je suis très corporate, mais c'était vraiment chouette. Grâce à un hyper week-end riche en émotions, conférences, concerts, dont vous pourrez retrouver certains des artistes dans la playlist de ce soir. Et peut-être même en plateau, vous allez le voir d'ici quelques minutes. Cette semaine, toujours, j'ai découvert des lignes de métro où ça sent bon. C'était mercredi, et je ne pensais pas que ça pourrait arriver un jour à Paris, mais si. Peut-être qu'après avoir vu les polémiques complètement justifiées sur son augmentation du ticket de métro à 2,50 €, Valérie Pécresse est allée parfumer elle-même les rames. On ne sait pas, et on ne saura probablement jamais. Cette semaine, j'ai écouté en boucle des vidéos d'analyse de la Star Academy et notamment de la misogynoire qui a été déployée par son public. Misogynoire, du coup, on le rappelle, c'est un croisement, une intersection entre la misogynie et le racisme qui touche les personnes noires, et une des candidates finalistes, Ebony, en a été victime, on l'a vu, on en parlait la semaine passée, des personnes de 40-50 ans qui faisaient des posts absolument ignobles sur sa personne. Voilà, je ne me lasse jamais, moi, de ces contenus qui traitent enfin le populaire comme un objet politique, car oui, tout est politique, et on remercie au passage la presse qui a enfin arrêté de dédaigner la télé-réalité pourtant plébiscitée par le public, qui fait donc partie de notre société, notamment grâce à des éclaireuses comme Constance Villanova et son livre « Vivre pour les caméras ». Cette semaine, enfin, j'ai détesté avoir l'impression désagréable de ne pas être maîtresse de mon temps. Car comme d'usage, j'ai dit oui à tous les événements divers, ateliers, commémorations, fêtes, enregistrements, concerts, conférences, tables rondes qui me tenaient à cœur et m'intéressaient. Mais mon problème est que tout me tient à cœur et m'intéresse. Et que je me retrouve en cette fin de semaine encore exsangue, avec pour seule envie d'être chez moi, dans mon refuge, tranquille et loin des frénésies et de la FOMO et des obligations d'être de tout le temps, partout. Et par là, je veux dire loin des capitales, dans ma ville d'origine, à aller boire des cafés dans les seuls ouverts, et pourquoi pas, si vraiment on s'ennuie, aller faire des tours de voiture pour rouler dans les flaques avec ma petite sœur, ou faire des paris idiots sur qui on va croiser au hasard des rues désertes. Je ne crois pas que ces activités m'amuseraient avec quelqu'un d'autre, mais avec cette personne-là, tout me fait rire. Même les absurdes élucubrations sur la dinguerie que c'est qu'existe dans le monde des gens avec la même tête que nous, car du même sang. Ma sœur. Sans date. Frère, j'ai beaucoup pensé à toi ces jours-ci. D'abord parce que tout ce que j'ai t'appartient, en somme. Que je te dois toute ma joie et toute mon énergie. Car c'est grâce à toi que j'ai acquis un peu de liberté de mouvement et que ma capacité de travail a pu s'équilibrer. Et je me reconnais complètement dans ces propos qu'on a pu entendre sur France Inter dans une lecture de lettres de Vincent Van Gogh adressée à son frère Théo le 6 mars 2010. Donc le 6 mars 2010 étant la date de diffusion sur Inter, évidemment. Dans la collection Ça peut pas faire de mal, un magazine littéraire présenté par Guillaume Gallienne, consacré ce jour-là à l'art. Pourquoi a-t-on autant parlé d'amitié, d'amour, parfois aussi de haine et de rancœur, de pardon, de rencontre dans cette émission, mais jamais du lien tout particulier qui unit les fratries? Il est vrai qu'on ne les choisit pas, mais n'y en a-t-il pour autant rien à dire? C'est quoi grandir avec quelqu'un qui nous ressemble? Est-ce que ça motive? Est-ce que ça rassure? C'est quoi évoluer dans la vie avec quelqu'un qui a les exactes mêmes références que nous? Est-ce que c'est plus confortable d'être loin de chez soi quand on y a un pilier? Alors, ce soir, pour réfléchir à toutes ces questions et bien d'autres encore, vous connaissez l'émission, on a le temps, on a 2 heures pour discuter ensemble. J'ai 2 fratries autour de moi. Et tout d'abord, 2 réalisateurs, Ludovic et Zoran Boukerma. Vous êtes nés à Marmande et êtes réalisateurs. Passionné de cinéma depuis votre enfance, vous avez étudié à la Cité du cinéma à Paris et co-réalisé Willy Ier avec Hugo P. Thomas et Marielle Gauthier, premier film qui sera présenté à l'Acide à Cannes en 2016 et lauréat du prix d'Ornano Valenti du meilleur premier film. En 2019, vous signez Teddy, film de genre qui reçoit le label Cannes 2020 et sera lauréat du prix du scénario junior juste avant. Un film où la violence des dents vient venger celle des classes. L'année suivante, vous restez dans l'horreur avec la comédie L'année du requin,
avec Marina Foïs et Jean-Pascal Zadi, avant d'adapter Leurs enfants après eux de l'auteur vosgien Nicolas Mathieu, prix Goncourt 2018. Votre film, sorti en fin d'année dernière, qui à nouveau représente avec exactitude la déchirure exacte de l'adolescence, est présenté en compétition à la Mostra de Venise 2024, où Paul Kircher, l'un des interprètes principaux, est récompensé du prix Marcello Mastroianni du meilleur espoir masculin pour sa prestation. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur ce que ce film représentait pour vous ? Je crois que le film, donc l'adaptation du roman de Nicolas Mathieu, ce qui était curieux pour nous, c'est qu'on n'avait jamais pensé adapter de bouquins, et je crois que ça a été un coup de foudre déjà pour le roman de Nicolas Mathieu, et ça a été pour nous l'occasion de faire notre film paradoxalement le plus personnel, parce qu'il parle de la classe sociale dans laquelle on a grandi, donc forcément nous c'est quelque chose qu'on a toujours eu à cœur, donc c'est vrai que c'était très, très central dans le bouquin et donc dans le film aussi. Ouais. Ludovic, je me tourne vers toi, on est venu vers vous d'ailleurs, vous cherchez pour faire cette adaptation. Ouais, ça c'est Gilles Lelouch qui nous a proposé d'écrire avec lui ce qui devait être une série normalement. Et Gilles s'étant consacré à l'Amour ouf, le projet nous est revenu et on a préféré en faire un long métrage de cinéma parce qu'on trouvait qu'il y avait du cinéma partout dans ce livre. On va pouvoir en discuter très longuement de ce livre, de justement aussi ces zones, ces classes sociales dont on parle ma foi peu, et à nouveau de ce lien de fraternité, de gémellité même qui vous unit. Merci d'être avec nous ce soir, Ludovic et Zoran Boukerma. À vos côtés, 2 artistes, 2 chanteurs, Raphaël et Théo Herrerias. Vous êtes nés à Saint-Étienne et vous êtes donc musiciens. Tout commence à l'âge de 12 ans pour chacun d'entre vous. Raphaël avec votre oncle Freddy Kroeger, Théo avec les Ducs de Terre-Noire Bloc Party. Votre premier album, Les Forces au contraire, vous a révélé en 2020 au grand public. Et vous remportez une victoire de la musique en tant que révélation de l'année en 2022 et organisé après une tournée effrénée de 120 dates, votre propre festival à Terre-Noire, chez vous, à la maison, dans le quartier de Saint-Étienne, donc de Terre-Noire, dans lequel vous avez grandi. Vous étiez aussi plongé ces dernières années dans la fabrication d'un album sur l'amour, la maladie, les secousses politiques, les inquiétudes, les moments de grâce, bref, les splendeurs et les drames d'une vie. Et cet album est sorti, et c'était vendredi dernier, le 24 janvier, célébré dans un sublime live symphonique aux côtés de l'orchestre du Nouveau Monde, ici même, au studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique, à l'occasion, on le disait, de l'Hyper Weekend Festival. Protéger, c'est un album, c'est aussi un tour, une tournée de reconnexion totale. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Raphaël et Théo ? Ouais, merci pour cette présentation déjà, Anna, merci beaucoup. Ouais, la tournée elle est un peu particulière, on a fait beaucoup de dates sur la tournée précédente et nous on avait une toute petite problématique, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'on ne s'ancrait jamais, on restait jamais suffisamment de temps pour déjà découvrir les villes dans lesquelles on était. Souvent t'es dans des zones excentrées, dans des zones d'activité, et puis tu dors à l'hôtel et puis t'es reparti le lendemain matin à 8h, donc c'était très frustrant, on voyait que des loges et le temps du concert est formidable pour nous, mais voilà, on savait plus trop où on était, c'est-à-dire que moi si je regarde en arrière, je sais plus trop dans quelle ville il s'est passé ça. Bien sûr. Et donc il y a vraiment ce côté tapis roulant, de chaîne de montage presque, où là, ton corps est un produit qui est ballotté sur le territoire comme ça. Là sur celle-ci on a voulu se dire comment on fait pour ralentir, donc on a régionalisé la tournée, donc on fait pas un jour à Strasbourg, le lendemain à l'ouest dans le Finistère. On a travaillé avec notre producteur de spectacle, notre bookeuse, pour proposer aux salles de rester dans les mêmes régions. Donc on commence par le nord, et puis ensuite une autre région, puis une autre. Donc ça c'est le premier truc, ce qui nous permet de rester longtemps. Et la manière pour nous de rester, c'est qu'entre chaque date, dans les salles qui le veulent, on fait beaucoup de temps de rencontre. C'est-à-dire qu'on va rester peut-être 3 jours à Tourcoing, c'est la première date. On va faire 2 jours d'action culturelle, donc on va passer 3 nuits sur place. Et nous, pour l'avoir beaucoup fait, en fait, ça modifie absolument tout, parce qu'on va travailler avec une chorale qui va jouer avec nous le soir même, on va monter des ateliers d'écriture, on va monter des podcasts avec les gens, des tours de table avec justement des mises en lumière des initiatives en local. Donc ce qui fait que nous, on est extrêmement excités de cette tournée. Déjà, ça va nous faire kiffer à fond. Et puis, on pense que c'est un métier qui peut nous désancrer, nous détacher de la réalité. Et je pense qu'on n'écrit pas bien quand on vit dans des espèces de petits espaces sociaux privilégiés et assez pauvres finalement en relations humaines. Là, l'idée, c'est qu'on vient de ces espaces-là et c'est juste de continuer à découvrir la France comme le jeu de société qu'on était petit.
Théo, t'as 6 ans de moins que Raphaël, donc au moment où il y a la sortie de cet album qui vous fait connaître les forces contraires, tu as moins de 25 ans à ce moment-là. Le succès, cette espèce de frénésie, justement, tu l'as vécu d'une façon qui maintenant te donne envie aussi de plus t'ancrer ? Alors, ça n'a pas énormément changé mes habitudes, en fait, puisqu'on s'est quand même beaucoup réfugié dans le travail et dans l'exigence que l'artisanat de la musique nécessite. Et ensuite, pour moi, il y a aussi une sensation viscérale que la musique a jamais été un tremplin pour m'élever socialement et d'aller chercher à intégrer une caste supérieure ou du moins une classe supérieure. Du coup, ça n'a pas changé beaucoup. Ce qui a changé surtout, c'est le quotidien. Ça a été énormément de tournées et en effet, le sentiment d'être toujours dans une seule et même boucle et de se dire qu'on manquait une certaine partie de notre métier et qu'on était en train de suivre les lignes de désir d'un capitalisme en fait qui remplace le corps par la machine et qui l'oblige à être dans des boucles capitalistes. C'est simplement de remplir une salle et de faire de l'argent avec notre musique. Et ce qui a été changé en tout cas sur les années suivantes pendant la création de l'album, c'est qu'on a aussi fait de la médiation culturelle. Et moi, par exemple, on a eu la chance d'être dans les quartiers nord à Marseille pendant une semaine pour monter un spectacle de musique pour des 6-7 ans, CE2, CM1. Et moi, j'ai toujours eu l'intime conviction que je n'étais pas en capacité de transmettre des choses. Et ben, ça m'a changé intérieurement, intimement, politiquement, le fait de sentir qu'en fait, ma place, elle est là en tant qu'artiste, elle est à revenir et à transmettre des choses et à faire partie en fait d'un tout, d'une société. Et du coup, voilà, on va essayer de retrouver, de redupliquer ces rencontres et ces systèmes-là tout au long de notre tournée. Et vous l'entendez derrière vos posts, ce soir, nous allons non seulement parler évidemment des vertus et peut-être des inconvénients aussi de la fratrie, nous allons parler famille, nous allons parler amour, nous allons parler liens forts, mais vous avez entendu, depuis le début de ces interventions, nous allons aussi beaucoup parler de la société et de politique, parce que sinon ce ne serait pas Tunnel. Ce soir, avec mes invités Ludovic et Zoran Boukerma, et les Terres Noires, que je suis très heureuse de retrouver, car ils étaient d'ailleurs les parrains, on s'en souvient, de cette émission le 31 août 2023, pour sa toute première en compagnie de Nesrine Slaoui, où ils étaient venus parler des bilans, et on va pouvoir voir 1 an et demi après où est-ce qu'ils en sont. Ce soir, nous parlerons donc des fratries et aussi du lien qui nous rattache à là d'où on vient. Et mes très chers amis Raphaël et Théo Herrerias des Terres Noires, Ludovic et Zoran Boukerma, les réalisateurs du film récent Leurs enfants après eux, mais pas que, on va y revenir. Je vais commencer par une question très simple pour ouvrir cette discussion. Qu'est-ce que c'est pour vous qu'être frère ? Alors, je crois que pour nous, ça a été toujours d'avoir peut-être un meilleur ami évident, d'autant qu'on est jumeaux en plus, donc on a vraiment grandi côte à côte, donc le même âge, etc. Et je crois que ça a toujours été la facilité d'avoir tout le temps quelqu'un qui était présent. Alors ça, je crois que dans notre cas, ça a pu à un moment donné être des fois peut-être un peu enfermant, parce que c'est facile quand on a quelqu'un qui est vraiment identique à nous, émotionnellement, en termes de référence et tout ça, de se tourner vers lui. Je crois que c'est ça pour nous, ouais. Ouais, puis ça va partager les mêmes bails aussi, quoi. Parce qu'on a exactement le même parcours, les mêmes joies, les mêmes traumatismes d'enfance, et on a ça en commun. Et je pense que quand on travaille ensemble, c'est un atout parce que ça crée des ponts et des facilités de communication et on a des références tellement identiques qu'il y a des raccourcis entre nous quand on écrit ensemble. Raphaël, c'est raccourci grâce au fait de se connaître très bien. Tu es d'accord avec ça ? Ouais, je suis surpris. C'est émouvant parce que on nous pose souvent la question justement de notre rapport de frères. Est-ce que c'est facile ? Souvent on nous dit c'est pas trop dur de travailler entre frères. Et justement, nous, on a une réponse proche de la vôtre, c'est de dire en fait, il y a des choses qui sont presque au-delà du langage, dans le terreau commun de ce avec quoi on a été élevé. Donc au-delà des références artistiques, mais en fait juste le rapport au langage, le rapport au monde, à la sensibilité, et puis ce qu'on a vécu, en fait au même moment. Alors on a 6 ans de différence, donc ce qui modifie un peu notre rapport, mais c'est vrai que nous, et pour finir sur le rapport de création, pareil, en fait, on a été baignés des mêmes choses, et moi les choses que j'écoutais dans ma chambre, et que notre grand frère, parce qu'on est 3 frères, que notre grand frère Romain écoutait aussi dans sa chambre,
En fait, on se passait des sons comme ça. Théo, il a commencé à produire sur les ordinateurs qu'il y avait dans ma chambre. Moi, j'avais des guitares électriques, donc les chambres étaient ouvertes. Et Rome, il mixait de la musique techno à côté. Donc la musique, elle a été vraiment la membrane dans laquelle les 3 chambres circulaient quoi, en permanence. Donc c'est le rapport entre musique, fraternité et famille, pour nous, c'est très puissant. Ouais. Théo ? Bah oui, c'est la musique a été le dénominateur commun, en tout cas dans notre musique, si je peux poursuivre la parole de Raphaël. Et la fratrie, en fait, elle se construit par un langage d'amour, du moins dans notre famille. Et nous, elle a résonné au son de toutes les musiques. Et travailler ensemble, qu'est-ce que c'est ? C'est parler sans les mots. Et du coup, c'est pouvoir aller plus loin et c'est pouvoir savoir ce qu'il est quand on parle d'un parfum sans pouvoir le sentir, parler d'une couleur sans pouvoir la voir, sans pouvoir... C'est tout ce qui se loge dans les interstices du langage et dans ce que un passif partagé de l'enfance jusqu'à la majorité, la vie d'adulte, encore plus dans la collaboration artistique, on continue à tisser, ça crée des liens vraiment, vraiment, vraiment étroits et très, très, très beaux. Zoran, tu disais de ton jumeau que c'était comme un meilleur ami du coup qu'on t'a mis là, qu'on t'a donné, et donc c'est formidable. Est-ce que du coup il y a des amis à toi que tu appelles aussi des frères, ou tu gardes ce terme-là pour ton frère ? Alors il n'y a qu'un seul ami que j'appelle aussi mon frère, que j'appelle Frérot. C'est un ami d'enfance justement qui est resté lui dans le Lot-et-Garonne, enfin, qui a déménagé en Gironde pas très loin, mais qui est mon grand ami de collège et avec qui je formais vraiment un binôme à cette période-là, avec qui j'avais un groupe de musique d'ailleurs à l'époque. C'était très mauvais, hein. On a fait du bien à l'humanité avant, on ne faisait pas de musique. Qu'est-ce que vous faisiez comme musique ? On faisait du hard rock. D'accord. Et ouais, non, oui, mais vous avez gardé une appétence sur ça, parce que dans Teddy, c'est un peu ça la bande originale. Ouais, dans Teddy, même dans Leurs enfants après, on avait un grand amour pour le rock. On a écouté Diams il y a une seconde. C'était à l'époque, on détestait le rap. Alors aujourd'hui, ça a changé. Maintenant, on aime beaucoup aussi le rap. Mais ouais. Mais oui, sinon, il y avait cet ami-là que je considérais un peu comme un frère à l'époque. Et je crois que ce qui est marrant avec Ludovic, c'est qu'on a été proches quand on était enfant. On s'est un peu éloigné après au collège. On mettait un point d'honneur à avoir nos amis respectifs. Parce que marre d'être appelés les jumeaux, d'être toujours une entité pour les autres. Et finalement, on s'est rapprochés après en venant à Paris avec cette envie commune de faire des films. Donc finalement, tout nous ramenait à ce qu'on était, je crois. Ludovic ? Je pense que la fraternité, la proximité qu'on peut avoir fait aussi qu'on a peu d'amis aussi en dehors. Ça, c'est un des risques aussi. C'est un des trucs qui se passe souvent avec les jumeaux, c'est que pendant longtemps, on peut se suffire à soi-même, quoi. Bien sûr. Alors moi, je crois que mes amis, je les compte sur les doigts d'une main. Je les appelle pas mes frères, je pense. Mes seuls frères, c'est mes 2 frères, en fait. C'est mon frère jumeau et mon petit frère Yuri, qui maintenant travaille aussi avec nous, et pas que, parce qu'il fait des costumes. Voilà. Et parce que c'est assez beau, je trouve, d'être frère quand on sait que justement c'est un peu le label ultime qu'on donne à quelqu'un qu'on considère vraiment comme son ami d'une vie. Donc il y a quelque chose d'assez beau là-dedans. Vous, c'est quoi votre rapport justement à ce mot en amitié, Théo et Raphaël, au mot frère ? Moi, j'ai un ami qui s'appelle Terry. Moi, je conservais le mot frère pour mes frères parce que c'est vraiment des places de choix, quoi, et qui disent quelque chose. Et c'est vrai que j'ai cet ami qui s'appelle Terry et qui m'appelle Frérot aussi. Donc c'est marrant, on dit les mêmes réponses. Si on a les mêmes vies, on va se rendre compte. Mais et du coup, en fait, ça a un petit peu ouvert la possibilité de le dire. Et pareil, moi, j'ai quelques frères et quelques sœurs autres qui sont pas de mon sang, mais par contre qui ont pris cette place d'une famille que je me suis choisie. Avec le temps aussi, ça a pris du temps. On a 6 ans de différence avec Théo, donc on n'a pas ce rapport-là de gémellité. On l'a trouvé en fait plus tard aussi ce lien de travail et ce lien de proximité, parce que en fait quand je suis parti à Paris, Théo il avait 12 ans, donc Théo il est resté longtemps à la maison sans frère en fait, et notre grand frère aussi est parti. Et c'est vrai, t'as été fils unique un peu pendant super longtemps. Ah oui, jusqu'à mes 19 ans. Pendant 8 ans, c'est une belle période. Comme un coq en pâte. Ouais, ou comme un coq sans frère. Mais j'ai le même écart même avec ma petite sœur. On a 5 ans d'écart, mais comme j'avais un an d'avance, ça faisait 6 ans en fait. Et c'est ça le truc, c'est qu'en fait, tu grandis pas ensemble. Parce que t'es pas enfant en même temps, t'es pas ado en même temps. Et quand l'autre est ado, tu te barres. Donc c'est plus dans la vingtaine après que tu peux créer un lien, quoi. Et moi, ce qui était ouf, c'est que Théo, il travaille la musique du coup solo. Et moi, je travaillais à Saint-Étienne, à Terre-Noire. Moi, je commençais à travailler de la musique à Paris. Et du coup,
les fois où je rentrais à la maison, je voyais ses avancées. Et en fait, ça s'est passé comme ça, c'est qu'à un moment donné, je lui ai dit, mais faut trop qu'on travaille ensemble. Donc j'avais fait un petit EP tout seul, en solo et tout ça, et Théo, il avait commencé à réaliser les trucs, c'était vraiment les prémices de Terre Noire. Et ensuite, il m'a accompagné sur un premier concert, et le lendemain, on s'est dit, vas-y, go, c'est Terre Noire se lance, quoi. Théo, toi, ça s'est fait comment, du coup, cette vocation musicale? Parce que j'en parlais, il y avait eu un moment... Enfin, ta première scène, c'était avec un band composé de plusieurs membres de ta famille et mon proches. frère, oui. Et l'oncle et des potes. Comment c'est venu, cette vocation? Par la passation de l'amour de la musique, alors ça vient d'une longue lignée de passeuses d'histoires. Je pense à nos deux grands-mères maternelles et paternelles qui nous racontaient des histoires. Moi, ma grand-mère maternelle m'a lu des livres jusqu'à mes 10 ans parce qu'elle nous gardait beaucoup. Ensuite, notre oncle maternel Freddy a appris la musique à Raphaël, a fait écouter les premiers disques qui faisaient effraction, qui n'étaient pas que ceux de la radio, à mes deux frères. Et on les CD gravés de Noël qui étaient incroyables. Voilà. On l'a pas dans la banque. Et il faut que je l'ajoute. Je suis en train de le faire, désolé. Et ensuite, pardon, excuse-moi. Et on se retrouvait, oui, pardon. Beaucoup de passations. Freddy, la musique, la guitare de mon frère, le logiciel. Tout s'est retrouvé en fait à un endroit assez clair, c'est-à-dire que ce qui est beau, c'est que vu qu'on aime sa famille, on aime ce que les gens aiment chez eux et on a envie de faire pareil. Et en fait, c'est par l'amour en fait familial, filial, que cette maladie de la musique s'est inoculée dans chacun de nous. Et chacun a toujours pris très à cœur le rôle de passeur. C'est-à-dire qu'il s'agissait d'ouvrir la chambre pour accueillir l'autre dans l'univers musical, en tant que frère, mais aussi d'ouvrir la porte à la première scène en tant qu'oncle pour faire monter sur les planches son neveu. Donc voilà, il s'agit toujours de laisser de la place pour l'autre pour pouvoir lui donner la chance d'investir un milieu qui l'intéresse et qu'il ne connaît pas. Donc célébrer un lien en soi. Et on reprend cette discussion tout de suite dans Tunnel sur les fratries avec mes invités Raphaël et Théo Herrerias, les chanteurs de Terre Noire, et Ludovic et Zoran Boukerma, réalisateurs à qui on doit notamment récemment le film Leurs enfants après eux. Et on continue à discuter du coup de vos liens, des liens qui vous unissent, puisque nous avons en fait 2 duos de frères aujourd'hui. Et j'avais une question justement. Vous, il y a la gémellité qui vous unit tous les deux. Quel est le cliché sur les jumeaux que vous trouvez complètement absurde? Je sais pas. Ce que tu vas dire. Qu'on pense la même chose en même temps, qu'on sait ce que l'autre pense. Ce qui était le cas du coup à l'instant, parce que je savais ce que tu allais dire. Ouais, la connexion au-delà de... je sais pas, au-delà du réel, quoi. Ouais, en fait, je pense que c'est... oui, en fait, il y a toujours la sensation qu'il y a un truc de magique, un peu. Les gens nous disent, ah, mais du coup, s'il a mal, est-ce que t'as mal? Ce genre de truc-là, tu te dis, en fait, bah non. Ah oui. Des popées vaudou, quoi. Ouais, voilà, ça. Et est-ce que, justement, j'avais noté un peu la question de est-ce que on vous a fait cultiver votre différence, mais du coup, ce que vous disiez tout à l'heure, qu'en fait, volontairement, au collège, au moment où finalement on affirme son identité, vous aviez voulu vous distancier un petit peu l'un de l'autre, puis qu'après c'était revenu. Ouais, je crois que nos parents aussi ont mis un point d'honneur à pas nous habiller pareil quand on était petits, à essayer de faire en sorte qu'on soit pas toujours dans la même classe, donc quand même qu'on grandisse un peu côte à côte, au moins à l'école. Hein. Enfin, voilà. Ouais. Et quand vous entendez vos proches, ou même l'art d'ailleurs, parler de la fratrie, est-ce que vous vous reconnaissez dans les propos, ou est-ce que justement la gémellité c'est un lien qui est plus fort que ça en fait, et qui est différent de ce qui a l'air d'être la chose classique? Non, on se reconnaît aussi dans les chansons, je sais pas, les chansons sur les frères. Je pense à 2 frères de PNL par exemple, je trouve très belle comme chanson. Je trouve qu'on se reconnaît vachement dedans. Je trouve qu'il n'y a pas besoin d'être jumeaux pour avoir cette connexion là, non? Oui, je pense que c'est similaire. Peut-être que ce que tu disais tout à l'heure, quand tu as un écart qui est grand, c'est que tu vis pas les mêmes choses exactement au même âge. Nous, il y a le truc où tu vis les mêmes événements, enfin, t'as le même âge. Chaque événement qui jalonne ta vie, t'as le même âge. Donc forcément, t'as un truc où... Bien sûr. Ouais, t'as la même maturité quand les événements surviennent dans la vie de la famille. Après, je pense que ça reste un lien de frère comme... Et justement, Raphaël et Théo, qui sont aussi à cette table, vous n'avez pas le même âge. Raphaël, est-ce que toi, ça te donne une responsabilité d'avoir un petit frère et de travailler avec? Est-ce que tu te sens quand même... Moi aujourd'hui... mais quand Théo est arrivé, t'avais 20 ans, Théo. C'était le jour de ton anniversaire. Ouais. Qui était aussi le jour de... Le 31 août. Le 31 août, le jour de la première de Tunnel.
Un jour symbolique. Et jour de l'arrivée de Théo à Paris. Et c'est vrai que moi, mes parents ont accepté que Théo monte parce que Théo n'a pas pu s'échapper par la fenêtre, quoi. Il fallait qu'il y ait une forme de garantie de parents inquiets qui puissent dire est-ce qu'il va pouvoir manger quelque chose, le petit. Et du coup, ouais, donc il y avait cette responsabilité aussi que les choses existent et qu'elles puissent nous faire vivre. Et donc quand Théo est arrivé, Terre Noire commençait juste à se lancer, donc c'était pas non plus... Enfin voilà, on roulait absolument pas sur l'or à ce moment-là, aujourd'hui non plus d'ailleurs, mais en tout cas, il n'y avait pas de grande certitude, mais il y avait un peu ce truc de... Je savais ce que c'était qu'arriver à la grande ville. Moi, je suis arrivé solo, et je suis resté pendant 7-8 ans, j'ai cravaché très très longuement, donc je savais que c'est une ville dans laquelle c'est difficile de faire sa place, de rencontrer des gens, c'est une ville qui va vite, rien n'accroche, les gens ils ont pas le temps pour toi, donc il y avait ce truc de je savais que il fallait que je puisse être là, l'accueillir, etc. Donc pendant longtemps on a travaillé chez moi, dans mon petit studio de mon petit 20 mètres carrés, et voilà, mais aujourd'hui non, Théo il a fait sa vie ici, donc c'est plus le cas, mais au début ouais. Et justement, c'est quoi d'arriver tout seul ici, sans repères, notamment familiaux, d'arriver à Paris dans cette grande ville ? Moi, ça a été vraiment moite-moite, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de fascinant. Je suis arrivé, je vivais avec mon amoureuse de l'époque, donc vers Saint-Paul, pour les gens qui sont pas à Paris, c'est vraiment l'hypercentre, c'est à côté de la place de la Bastille, c'est à côté de la Seine, il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la carte postale, la place des Vosges et tout, c'est très beau. Et donc pour moi, c'était la réalité de Paris, mais en fait, j'ai démarré par l'endroit le plus carte postale et je m'en suis éloigné petit à petit dans la réalité et financière que cette ville apporte. Et donc, il y avait quelque chose de grisant, et l'autre côté, c'est tout d'un coup, j'ai compris ce qu'était la violence de classe. Voilà, c'était tout d'un coup, il y avait... je ne savais même pas ce que c'était en fait, à vrai dire. À Saint-Étienne, il y avait... Nous, on venait d'un quartier populaire, de lotissement. On venait tous d'une même classe, on avait tous des généalogies similaires, beaucoup de petits-fils, arrière-petits-fils d'immigrés, tout ça. Et donc, j'ai souvenir aujourd'hui a posteriori des rencontres. Quand j'ai commencé à travailler ici, je faisais des petits boulots et tout. Je me suis retrouvé dans des endroits pas possibles. Un jour, je me suis retrouvé à dormir chez quelqu'un et j'ai ouvert la fenêtre et j'étais sur le Champ de Mars. C'était un hôtel particulier. Je suis monté dans les étages en ascenseur, mais c'était une seule et même maison. Mais je comprenais même pas. Et en fait, a posteriori, je me dis qu'il y a eu plein d'interactions, plein de liens avec des gens qui ont été traversés par ces différences de classe sociale et parfois de mépris de classe aussi. Bien sûr. Je te vois hocher la tête, Ludovic, t'as hoché la tête à plusieurs reprises. Est-ce que tu veux revenir sur justement... Ouais, mais c'est vrai que nous, je pense que quand on arrive à Paris, il y avait un peu une envie de conquête quelque part, parce que nous, je pense qu'on s'emmerdait un peu dans la campagne où on a grandi, et on avait un peu envie comme ça de conquérir la grande ville. Et donc on a aménagé à Chelles. Donc nous, on n'était pas dans le centre de Paris, pour le coup, on était à 20 km de Paris, on habitait ensemble dans 20 mètres carrés. Mais c'est vrai que le premier truc qui nous a marqué, c'est se prendre en pleine face l'écart de classe sociale qui existe en fait. Et, on avait vraiment le même vécu, où on se rendait pas vraiment compte qu'on venait d'une classe spéciale, particulièrement modeste. Et c'est vraiment en arrivant à Paris et en rencontrant des gens qui avaient beaucoup des modes de vie très différents du nôtre que notre différence sociale nous a sauté au visage vraiment. Ouais. Mais vous réussissiez à le nommer ? Comment tu savais? Moi, des fois, j'avais juste honte d'être là, mais je pensais que j'étais naze et je savais pas du tout. J'ai mis vraiment beaucoup d'années à comprendre ce qu'était la violence de classe et à quels endroits elle s'insinuait dans le langage, dans les vêtements. Et comment est-ce que vous avez dit on est en train de se faire bully par des bourges ou pas tout de suite? Je crois que c'est venu un peu après. Je crois que c'est venu en fait avec le fait de commencer à faire du cinéma. Je pense que c'est au moment où on a commencé vraiment à faire des films et à aller à la rencontre de ce milieu-là qu'on connaissait pas vraiment en fait. On s'est dit ah oui en fait c'est un milieu dont on n'a pas les codes clairement. Et je crois que ça a commencé peut-être par le fait de se sentir systématiquement très mal à l'aise en fait dans les événements bourgeois. On ne sait pas comment, on n'a pas les codes, on ne sait pas comment se comporter, quoi dire aux gens, le small talk, des petites choses comme ça qui étaient pas du tout naturelles pour nous. Je crois que c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que ah ouais en fait on vient. En fait, au début, on mettait ça sur le compte de on était un peu timide, etc. Et en fait, on se disait c'est juste que c'est un milieu qu'on connaît pas et dont on n'a pas les codes. Je crois que ça a commencé vraiment là, ouais. Mais c'est que tu mets longtemps avant de te rendre compte que c'est des mécanismes de classe. En fait, au début, tu as l'impression que c'est toi spécifiquement et face à d'autres gens spécifiques. Et je pense que ça prend du temps de se rendre compte qu'en fait, c'est des mécanismes sociaux qui te dépassent et
dézoomer et voir et se dire qu'en fait on appartient à une classe sociale et on est face à une autre. Surtout que c'est plus dur de repérer parce que on a un peu les codes où on se dit ok, le bourgeois il est bien habillé, il est comme ci, il est comme ça, il est écrasant. Et en fait, comme maintenant il y a cette culture de justement, et on va pouvoir y revenir pendant toute l'émission, vous inquiétez pas, il y a cette culture dans la classe dite dominante, la classe bourgeoise, de s'approprier des codes plus populaires. On le voit actuellement par exemple avec des collectifs qui se montent pour aller visiter des PMU. Il y a ça à Paris et Lille. Je vais vous montrer. Le cauchemar. Le safari prolétaire. Ouais, voilà. Et du coup, c'est dur de repérer les gens et souvent, tu te sens juste pas cool. Et moi, ça m'arrive. Mais encore ce soir, j'ai des événements où je dois aller. Je sais pas comment je vais m'habiller parce qu'en fait, parfois, je me dis, ok, là, ça va être chic, donc je m'habille chic. Et en fait, les gens sont habillés détente parce que c'est plus chic du coup d'être détente et j'ai juste l'air d'une meuf qui justement sort de ma campagne et qui s'est trop habillée. Et la fois d'après, je me dis ok, là je vais y aller en détente. Et ils sont tous super chics mais avec des trucs simples, mais du Saint-Laurent. Et waouh, c'est difficile. Ouais, la décontraction en toute situation, c'est l'apanage de la bourgeoisie, ça c'est sûr. Et vous avez fait un titre justement qui parle de tout ça et de bien d'autres choses. Un titre qui est sur ce nouvel album Protégé qui s'appelle Vivre sobrement. Est-ce que vous voulez nous en parler en quelques secondes ? Ouais, c'est Théo. Vivre sobrement, c'est un morceau que Raphaël a écrit, qui était déjà en fait un espèce de composite de 2 titres qui avant s'appelait La Méthode. Et en fait, il appelle à un tout petit peu changer les lignes de désir qu'on nous a inoculées très très jeunes, c'est-à-dire le désir d'être artiste et de se dire qu'on va capitaliser sur un grossissement exponentiel et notre désir, il se situe à l'endroit de faire le plus de ventes, le plus de disques, le plus de choses. Et c'est ce qu'on s'est rendu compte en fait entre ce premier album et le second, c'est dans le chemin qu'on a fait intérieurement, c'est qu'en fait à ces endroits-là, la richesse se trouve pas là et on a besoin de réduire. Alléger, c'est ouvrir les bronches et c'est retrouver de l'air en soi. Et du coup, Vivre sobrement, c'est une ode à la sobriété heureuse. Et c'est un titre qu'on retrouve dans la bande originale du film Leurs enfants après eux, dont nous avons ce soir les 2 réalisateurs, Zoran et Ludovic Boukerma. À quel moment ce titre il est diffusé dans le film ? À quelle émotion est-ce que ça correspond ? Il est diffusé à un moment où le personnage principal d'Anthony, qui a 14 ans, vient de comprendre que la fille qu'il aimait avait un copain déjà, donc elle était déjà prise. Et il rentre chez lui en vélo et il y a cette chanson là-dessus. Et ça correspond à un passage aussi entre lui et le personnage de Hassine, qui est donc le personnage du même âge qui lui grandit en parallèle dans une cité et qui a volé la moto et en fait qui est lui sur la moto et qui est à ce moment-là libre et qui vit un moment agréable dans sa vie qui est assez compliqué. Oui, surtout que ce passage se termine sur l'idée que celui qui est qualifié de voleur de moto, en fait, il le fait parce qu'il est pris de liberté. Il y a ce plan où il est un peu au coucher du soleil sur la moto et ça raconte qu'en fait, il veut juste être libre, quoi. Et on en voit un sur le vélo, un sur la moto, et on se dit aussi il y a un parallèle entre les 2 garçons qui en fait sont les mêmes malgré le fait qui se croient différents. Mais ce livre et ce film parlent énormément de liberté justement. Je parlais en intro de cette espèce de déchirure que crée l'adolescence où d'un coup on a envie de tout manger et de tout vivre. Je crois que c'est un film et donc un roman qui parle de déterminisme social et de reproduction de classe, mais ça se passe, je crois que c'est vu du côté des adolescents à l'âge où on a encore l'impression peut-être que la vie a plein de choses à offrir qui sont qui peuvent aller au-delà du destin de sa classe, quoi. Donc c'est du déterminisme vu du côté des adolescents, donc il y a du positif là-dedans en tout cas. Théo, Raphaël, pour vous c'est important qu'il y ait justement des films qui viennent montrer ces réalités-là ? Ouais, super important. De manière générale, tous les récits, pareil, moi tous les récits qui parlent de nos espaces natals, les gars, vous c'est le Lot-et-Garonne, c'est ça, hein, nous c'est la Loire, enfin Saint-Étienne et tout ça. Nous on grandit dans des films où on a l'impression que la normalité c'est des grands appartements bourgeois parisiens, ce qu'on voit dans les séries, dans les films, dans les longs métrages et tout ça. Et puis tout d'un coup on arrive à Paris, on se rend compte qu'il faut être richissime pour avoir ces vies. Et pour nous, c'est juste la normalité des histoires, quoi. Donc évidemment que les représentations des corps, des espaces, c'est extrêmement important. Et aussi dans les chansons, ce qu'on a essayé de faire un petit peu aussi dans Protégé, quoi. De pas juste raconter que des histoires qui sont pas accrochées quelque part, qui s'enracinent pas quelque part.
Théo? Moi, je pense beaucoup au film japonais que j'adore qui s'appelle La famille Asada, qui est l'histoire d'une famille et d'un artiste photographe qui vient d'une classe moyenne de Tokyo. La mère est infirmière, le père au foyer depuis la naissance des enfants. Et on suit le parcours très très contradictoire de cet artiste qui vient... mais non, pas de Tokyo, il vient de loin, en fait, d'une province reculée du Japon. Et hop là, il part à Tokyo et il arrive dans les tout petits endroits. Et il est ce rôle très étrange de celui qui part, celui qui revient, celui qui réussit à compiler l'histoire de sa famille et la rendre visible, et à la fois se couper de ses liens. Et j'invite tout le monde à voir aussi La famille Asada, parce qu'il est très très humain, ce film, et il raconte très bien aussi la place de ce qu'un artiste de la classe moyenne va chercher, perd et retrouve dans son chemin plus ou moins cyclique qui est celui de la vie d'artiste. On parle de classe sociale, en l'occurrence de classe moyenne ce soir à cette table. J'aimerais aussi parler très rapidement de l'éducation que vous avez pu recevoir dans vos familles. Est-ce que c'est une éducation et une façon en tout cas d'être parent et de faire famille qui tendait à vous rapprocher ou à vous éloigner? Plutôt à nous rapprocher, je pense. L'un de l'autre, tu veux dire Ouais, l'un de l'autre. Ouais, à nous rapprocher quand même. Ils nous ont inscrits quand même au théâtre quand on était petits tous les deux. On était inscrits, je sais pas, au sport ensemble. On a quand même toujours eu des activités qui étaient plutôt tous les deux. Ouais. Oui, en même temps, nos parents avaient à cœur quand même qu'on se différencie, qu'on affirme chacun notre personnalité, mais c'était pas nous, ses parents spécialement. Mais je crois que nous peut-être le paradoxe, c'est qu'on a grandi dans un milieu très populaire, pour le coup, qui n'était pas un milieu très érudit. Mais on avait des parents qui étaient très ouverts, et qui sont toujours très ouverts à l'art. Enfin, je crois que chez nous, ils voyaient un truc, en tout cas, un besoin d'expression artistique. Et très tôt, notre mère nous a dit, il faut que vous fassiez du théâtre, et elle nous a inscrits au club de théâtre du village. Et depuis petit, ils nous encouragent, quand ils voient qu'on dessine ou qu'on écrit, ils nous ont toujours encouragés là-dedans. Et je crois que quand on leur a dit qu'on voulait aller à Paris un peu naïvement pour faire des films, ils nous ont pas dit qu'en fait, ça les terrifiait un peu. Et ils nous l'ont pas dit, en fait. Et je pense qu'on les remercie vraiment de ne pas nous avoir transmis leur angoisse et au contraire nous avoir dit allez-y, foncez, faites ce que vous aimez. Et je crois que ça a été quand même assez salvateur. Ouais, il y a une façon en fait de vous dire que tout était possible. Allez-y, tentez. Complètement, en fait. ouais. C'est aussi une forme d'ignorance de ne pas savoir que c'était techniquement pas possible que ça se passe. Donc je pense que ça leur paraissait peut-être un peu possible, alors que ça l'était pas forcément. Mais ça l'a été finalement. Mais... Moi, par rapport à ça, justement, ce que vous dites, ça m'intéresse beaucoup parce que je me pose la question de parfois, justement, des milieux d'où on vient, si l'autorisation ou l'encouragement pour ces enfants de pratiquer des choses artistiques, c'est pas une manière aussi pour nos parents d'avoir voulu pour nous qu'on s'élève socialement. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense que c'est aussi des choses qui sont évidemment que la beauté, que la pratique artistique, elle est belle en elle-même, mais elle n'est pas que ça. Elle est aussi, forcément, et nous, on est dans des espaces de contradiction par rapport à ça, mais elle a permis de nous déplacer, en fait, dans des classes. Et maintenant, je pense qu'on se sent, on en a parlé un peu en antenne, on se sent un peu dans des interstices, un peu tous là autour de cette table. On ne sait pas trop à quel camp on appartient, ou en tout cas à quel coin on appartient. Mais justement, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y avait aussi un peu de ça dans l'autorisation de vos parents d'encourager la part artistique de leurs enfants? Ce qui est certain, c'est qu'il y a une dimension émancipatrice forcément à la création artistique. Je ne sais pas si eux le conceptualisaient comme ça, mais c'est vrai que le fait de nous encourager à développer quelque chose à nous, c'est peut-être aussi une façon de nous autoriser une certaine forme de porte de sortie. J'imagine qu'eux n'avaient pas pu avoir. Parce que je pense qu'en dépit du fait qu'on ait grandi dans un milieu populaire et pas très érudit, comme tu disais tout à l'heure, Ludovic, on avait quand même des parents qui étaient plutôt qui nous soutenaient vachement là-dedans, et à la fois dans la création artistique et aussi dans l'école, donc le fait de travailler à l'école quand même, etc. Donc il y avait quand même une idée, je pense, qui existait quelque part en sous-texte peut-être d'une possibilité de faire autre chose, en tout cas de faire peut-être ce qu'eux n'avaient pas pu faire. Ouais. Théo, dans les gens qui ont grandi autour de chez vous, à Terre-Noire et ailleurs, est-ce que tu penses qu'il y en a qui n'ont pas pu se laisser émerger une vocation artistique parce qu'ils se sont dit que c'était impossible justement et que dans ces milieux-là, de toute façon, on ne peut pas émerger? Ouais, je pense, j'en suis même sûr. On vient d'un... Moi, j'avais un groupe d'amis qu'on avait entre, 7 et 13 ans, où vraiment par le hasard des choses, on écoutait exactement la même chose, de la musique très très expérimentale de Londres, alors qu'on venait tous de milieux qui ne motivent pas à écouter ça de premier abord, quoi. Et tout le monde avait une sensibilité à la musique, à l'art, une
une manière naturelle de se faire découvrir des choses et d'y mettre énormément de joie. Moi, je me rappelle de ça. Et il y a beaucoup d'amis, en fait, qui ont arrêté les études très, très vite et qui sont mis au travail très, très, très tôt. Et aussi, je les ai perdus de vue, quoi. Donc, je sais pas où est l'endroit de la finalité, s'ils avaient pu être artistes, si on les a empêchés, si on les a empêchés de rêver. Mais je suis sûr et certain qu'en tout cas, il y a une sensibilité qui, en tout cas, à un moment, a été un tout petit peu évincée et qui a laissé la place à une vie plus routinière et aussi une fin de relation amicale avec ces personnes que l'on perd de vue parce que nos chemins divergent et nos classes aussi divergent parce que nous, on part à la capitale, on va s'élever d'une manière ou d'une autre, qu'on le veuille ou non. Et d'autres personnes restent dans un coin, dans une localité où c'est pas exactement la même chose. Et tu as la chance, justement, tu as l'impression d'avoir la chance d'avoir pu être élevé, entraîné par ton grand frère dans cette vocation. Et peut-être sinon, tout seul, ça aurait été plus compliqué de se dire « Ok, je dois faire ça et je dois y aller ». Bien sûr, je pense que c'est ce qu'on ressent quand on revient à Saint-Étienne et parfois on fait des tables rondes avec des artistes qui viennent de notre coin. Et ça nous permet aussi de refaire un petit peu le récapitulatif de ce par quoi nous sommes passés, c'est-à-dire, mais ça pour plein de pans de la vie, c'est comment défaire les croyances et aussi c'est les croyances d'où elles viennent, qui nous les a inculquées, pourquoi on nous a dit que c'est pas possible, pourquoi la France qui est un pays très centralisé aussi elle garde cette information, pourquoi une rencontre professionnelle elle ne s'établit la plupart du temps qu'à Paris, ou alors même si les professionnels en région, ils n'ont pas exactement les mêmes moyens de faire exister les choses parce qu'ils ne sont pas dans le cœur de la machine. Donc voilà, reconnecter avec la scène locale aussi, nous en tant que transmetteurs d'une parole qu'on a eu la chance de voir en décidant de... ça permet aussi de faire gagner du temps aux gens et de recréer certains possibles, en tout cas la possibilité de se dire qu'on peut s'émanciper par la musique si on a envie et en tout cas de se déplacer, quoi. Zoran, Ludovic, Boukarma, est-ce que ça vous a aussi entraîné le fait... est-ce que l'un l'autre, vous vous êtes poussé vers ce rêve et est-ce que vous pensez que vous auriez pu le poursuivre tout seul ? Complètement, il y a eu une rencontre. Ce que moi, j'ai commencé peut-être plutôt par la réalisation. Je sais qu'en 4e, j'ai acheté mon premier caméscope et je faisais des courts-métrages avec mes potes, mais sans scénario. Et je passais mes week-ends à faire du montage un peu tout seul. Et je pense que ça en serait peut-être resté là. J'avais même pas conscience que ça pouvait être un métier. Pour moi, c'était un peu une passion, c'était un truc que je faisais comme ça, mais à aucun moment je me disais que que ça serait mon parcours et qu'il y avait un métier à tirer de ça. Et Zoran... Oui, après au lycée, moi c'est que j'ai commencé à écrire. J'étais en couple à l'époque avec une fille qui était très cinéphile, donc je pense que peut-être que je voulais un petit peu l'impressionner, mais je me suis mis donc à écrire une histoire simplement dans le bus le matin parce que j'allais au lycée, j'avais 20 minutes ou 25 minutes de bus et du coup j'écoutais la musique. Et je me suis mis à penser à une histoire que j'ai écrite dans un cahier de brouillon et cette histoire est devenue un film, un long métrage que j'ai écrit et en fait que j'ai jamais arrêté d'écrire pendant... toutes les années de lycée, plus la première année après de fac quand je suis arrivé à Paris. Et donc c'était vraiment à ce moment-là, pour moi, une évidence que je voulais en faire un métier, que je voulais être... déjà parce que quand j'étais au lycée, je trouve que ça claquait de dire je vais être réalisateur plus tard, je savais pas vraiment ce que c'était comme métier, évidemment. Et en arrivant à Paris, on habitait avec Ludovic dans 20 mètres carrés, et là on s'est rendu compte que, en fait, il a réécrit le scénario avec moi, on l'a relu ensemble, on l'a refait à deux. Et on s'est rendu compte en fait que d'un coup ça devenait mieux, que ça s'améliorait, qu'en fait au final en s'associant on avait une puissance qui était beaucoup plus grande en fait qu'en étant seul. Aussi peut-être parce que ça permet d'avoir un co-auteur qui est aussi assez naturel, qui est toujours là, donc forcément qui on discute donc une forme presque de premier spectateur, quelqu'un qui a du recul sur son travail en fait. Je crois que quand on est seul, la difficulté, je crois qu'on atteint un plafond de verre, ce qui était mon cas avec mon premier scénario. Et Ludovic voyait directement, vu qu'il avait du recul, en fait, tout ce qui allait pas en disant ça, faut changer. Et en s'alliant, après, à partir de là, on s'est dit que ça marchait mieux à deux et voilà, c'est parti comme ça. Ouais. Et puis, il y a un truc de pas se laisser tomber aussi, c'est que nous, on a une espèce de rituel où on travaille tous les jours le matin à 7h30. Et il y a un truc où même si je suis fatigué le matin, je me dis l'autre il s'est levé, il va aller au café pour écrire, je vais pas le laisser tomber. Vous avez réussi à vous mettre une routine comme ça ensemble. Ouais, et je pense que c'est aussi le fait d'être deux qui fait qu'on se crée cette routine et ça devient notre petite habitude. Et forcément, on va pas laisser tomber l'autre. Et donc, il y a aussi un truc comme ça qui s'entraîne, quoi. Donc, il y a vraiment une idée de réussir à se pousser l'un l'autre et donc des frères qui se tirent l'un l'autre vers leur rêve.
Et justement, j'aimerais savoir au niveau du processus créatif, juste avant qu'on coupe pour cette courte pause, Ludovic, tu nous expliquais que grâce à Zoran, tu arrivais à te lever le matin pour travailler à 7h30. C'est quoi en fait votre process de travail? C'est le matin juste ou c'est toute la journée? Comment ça se passe? C'est beaucoup le matin quand même, c'est qu'on a une espèce de fenêtre où on est plus créatif, je crois, tôt le matin. Je sais pas si c'est le fait que la ville soit silencieuse, mais moi j'adore l'ambiance de Paris le matin, avoir le sentiment d'être debout un peu avant tout le monde. Ça c'est un truc, j'ai une espèce de calme qui fait que les idées sont plus faciles à saisir, j'ai l'impression. Après on est on est à deux vraiment derrière l'ordinateur et d'abord on discute beaucoup et au fil de la discussion des idées émergent. Et quand on écrit le scénario, on est vraiment à deux, on se fait les dialogues ensemble et c'est vraiment une espèce de musique comme ça qui se fait à deux. Après, on a peut-être que si on dézoome un peu dans l'ensemble, on n'a pas exactement les mêmes qualités, je pense. Peut-être que Zoran est plus fort pour les premières versions de structure, en tout cas pour structurer les choses dans un premier temps. Moi, je suis peut-être plus fort pour rebondir et construire à partir d'une première trame, peut-être. Et ensuite, des fois, ça nous arrive aussi de nous répartir les scènes. Alors, des fois, on peut bosser à distance. Il y en a un qui fait une scène et l'autre qui repasse derrière avec le recul, du coup, de ne pas avoir bossé dessus dès le début. Et comme ça, on fait un ping-pong et les scènes se construisent comme ça. Mais après, il n'y a pas vraiment de méthode. Je crois que même sur un plateau, on essaye tout le temps de se dire aujourd'hui c'est toi qui vas parler aux acteurs, aujourd'hui moi je vais parler plus à la technique. Finalement on se retrouve tout le temps à parler à tout le monde ensemble, quitte à dire des trucs contradictoires, ce qui arrive aussi pas mal. Zoran, je me tourne vers toi justement pour te demander comment vous faites pour gérer quand vous n'êtes pas tout à fait d'accord sur un point. Est-ce que c'est comme avec un collaborateur classique ou est-ce que justement on peut se permettre de plus s'énerver ou est-ce que le lien affectif qui est fort permet de... Comment ça se passe? Je crois qu'on a moins de filtres, donc on se dit les choses sans prendre forcément de pincettes. En télépathie ou en parole? Alors en parole, ce qui sur un plateau de tournage peut parfois... Oui. Ce qui est intéressant, cela dit, parce qu'en fait je pense que là où un réalisateur seul a tendance à peut-être douter dans sa tête. Nous, on doute à voix haute, on parle, et ça invite aussi les autres collaborateurs dans le débat, et ça permet en fait de créer des discussions à plusieurs et en fait de vraiment collaborer. Donc ça encourage aussi le chef-op, les différents postes en fait à s'intégrer à la discussion, et ça permet vraiment peut-être ce travail plus collectif. Nous, on est vraiment attachés à ça, à l'idée qu'un film, on le fait à deux, mais on le fait surtout avec une équipe de gens qui ont des talents immenses, en fait, sans qui on pourrait absolument rien faire. Mais vous le rendez bien, j'ai vu une vidéo d'avant-première où ils étaient tous là à 8 du mat, toujours au hall. Ouais, ils sont là, on est assez fidèles à nos équipes, c'est important. Mais je trouve qu'en tout cas, c'est vrai que ça permet peut-être cette chose-là d'ouvrir aussi la discussion à plus de monde. Donc le fait d'être deux, ça fait qu'on est 3, 4, 5 et après plus encore. Vous aussi, les garçons, Raphaël, Théo, les Terres Noires, quand vous bossez justement sur de la musique, évidemment vous bossez avec d'autres gens que vous seuls. Est-ce que c'est plus simple ou plus compliqué de collaborer avec son frère? Comment ça se passe? Non, parce que c'est assez proche de ce que vous dites. On est deux, donc il y a déjà quelque chose où il y a déjà le filtre des deux frangins. C'est-à-dire que on se fait suffisamment confiance pour. On n'a pas besoin de. Si Théo trouve qu'une idée est pétée que je vais apporter ou qu'elle marche pas, franchement, je vais l'écouter. Il y a un truc un peu qui est implicite qu'on n'a pas eu besoin de. Justement, le fait qu'on ait des sensibilités proches, je pense que si je tape juste, je suis fier, je vais apporter l'idée à Théo, je me dis waouh, là il va kiffer là. Et souvent je me trompe pas, quand j'ai un petit peu des doutes, je me dis si moi-même j'ai un doute, que Théo il trouve ça pas bien, poubelle quoi. Donc il y a déjà un premier filtre, ce qui fait qu'ensuite on arrive à l'endroit des autres gens qui viennent en studio avec nous, donc des musiciens, des producteurs, des gens qui nous aident sur la musique, qui sont présents avec nous au studio. Et pareil en répétition en fait, ce qui fait qu'il y a un truc de 3 dimensions. Il n'y a pas qu'une seule personne qui doute avec soi-même, tout d'un coup il y a déjà une forme de solidité, il y a 2 jambes et on arrive à faire avancer les équipes avec nous parce qu'il y a 2 jambes et nous on met pas du tout en scène on n'est pas du tout cœur et l'heure, donc on arrive, quand les gens arrivent c'est déjà assez stable en fait. Et du coup moi j'ai plus besoin de la vie, donc je fais circuler la parole en studio beaucoup. Théo il est beaucoup sur la machine aussi, donc physiquement il a beaucoup de choses à gérer sur les choses, et moi j'essaie de prendre les informations des gens qui travaillent, de les refiler à Théo, voilà. Donc il y a un truc un peu d'organisation comme ça qui s'est bien huilé avec le temps entre le discours et les compétences.
Théo, Raphaël, vous avez un grand frère qui a aussi d'ailleurs un esprit assez créatif, je pense qu'on peut le dire. Vous bossez pas directement avec lui puisqu'il fait pas partie du groupe. Est-ce que du coup ça vous crée un lien qui est particulier et avec lui vous avez encore un lien différent ou ça reste homogène dans la fratrie et au final ça change pas grand-chose en fait ce lien ça change quelque chose parce qu'il y a quand même une donnée temporelle qui est pas la même entre Romain et Raphaël. Raphaël je le vois 6 jours sur 7, 10 heures par jour et Romain je le vois les fêtes de Noël. C'est pas trop parfois. Non. Et Romain, je le vois moins. Donc si ça change beaucoup parce que bien évidemment, on n'évolue pas au même rythme et on se revoit plus pour faire des bilans plutôt que pour une relation quotidienne, quoi. Romain, il vit à Bruxelles, nous, on vit à Paris, donc c'est pas si loin, mais il a sa vie, il est là. Mais par contre, non, ça n'amoindrit pas notre amour et la relation intrinsèque, quoi. Pareil, vous, Ludovic, Zoran, votre petit frère Yuri ne bosse pas directement avec vous. Est-ce que ça crée aussi... après, vous êtes jumeaux aussi, donc il pourrait encore y avoir une autre dimension. Mais comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait encore une relation de globale de fratrie? Je suis assez d'accord avec ce que disait Théo sur le fait que ça abîme pas du tout l'amour qu'on peut avoir les uns pour les autres et on reste quand même très très proche de lui. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc de partage du temps où avec Ludovic on se voit quasiment tous les jours, pareil, on bosse sur nos films tout le temps, on s'appelle parce qu'on a ces projets communs. Après Yuri il est aussi intégré au travail parce qu'en fait vous savez qu'il travaille dans nos équipes au costume. Donc il est quand même en partie là avec nous quand on fabrique les films, il était là sur notre dernier film. Et c'est vrai qu'il y a alors je pense qu'il y a aussi le fait qu'on est jumeaux, donc on a toujours été un peu une sorte d'entité. On était vraiment notre mère disait c'était frère toujours et lui on a 8 ans d'écart aussi. Mais je crois que ça peut être parfois être un peu difficile peut-être aussi peut-être pour lui d'être un peu. Mais en tout cas nous on essaye. Enfin on reste quand même très très proche de lui. Et être frère, c'est aussi être les enfants d'un même lieu. Terre Noire, vous avez choisi de vous appeler comme votre quartier d'origine. Pourquoi cet ancrage quand toute la scène artistique semble se déployer à Paris ? Par esprit de contradiction, dans un premier temps. Raphaël ? Ouais, c'était de dire non, on sera jamais des parigots affirmés. Et ce pacte de sang initial, il va du coup orienter la suite du geste artistique, quoi, tout simplement. Ouais, c'est une histoire d'intime. On peut pas provenir. Enfin, on peut provenir d'un autre territoire, de celui dont on est né, mais nous, à cet endroit, je pense que Saint-Étienne est aussi une ville de fierté, avec une culture qui lui est très très propre, des valeurs de solidarité, d'humilité qui lui sont très 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 propres. Et je pense que Terre Noire, qui a été aussi le berceau de toute notre enfance, d'un imaginaire, faut imaginer que c'est un quartier qui est au sud de la ville et qui est bordé par le massif du Pilat, pas la dune du Pilat, mais bien le massif du Pilat. Ne pas confondre avec... Et du coup, c'est un endroit où nous, on a fait du City Stade à côté des bars et aussi des chasses, des cache-cache à l'intérieur des bois. Donc c'était une enfance extrêmement vaste, extrêmement grande et du coup elle s'est déployée comme le massif du Pilat et du coup je pense que pour créer un projet artistique, le fait de lui donner le nom de ce territoire si vaste et si clair, enfin, si beau tout simplement parce que c'est magnifique, on avait envie de l'investir de cette manière-là. Je suis souvent étonnée par les récits de mes amis qui ont grandi à Paris, parce qu'au-delà du fait qu'il n'y a pas toujours eu de la nature, justement comme je viens de l'expliquer, ou comme vous avez peut-être pu le connaître aussi dans leurs imaginaires d'enfance, ce qui est dommage en un sens, il y a quand même ce truc hyper important, c'est que même ceux qui n'ont pas grandi dans une famille particulièrement riche, ils ont grandi en se faisant un réseau professionnel qu'ils connaissent encore. C'est-à-dire que moi, je sais que les gens avec qui j'étais au collège, par exemple, il n'y a personne que je croise à Paris dans les sphères dans lesquelles j'évolue. Alors que là, on est sur des gens qui se connaissent tous. Est-ce que les garçons, je me tourne à nouveau vers vous, les Terres Noires, votre parcours aurait été différent, vous pensez, si vous aviez grandi ici ? On n'aurait pas été les mêmes personnes, on n'aurait pas dit les mêmes choses, c'est très difficile de se projeter, mais il y a un truc de... Ouais, c'est sûr que... Mais étonnamment, moi je trouve que les projets très parisiano-centrés ont parfois peut-être un petit peu plus de mal à se déployer, parce qu'on sent qu'il n'y a pas la puissance d'imaginaire d'un ailleurs, et j'ai l'impression que parfois ça peut être assez inhibant pour les groupes d'ici, parce que justement il y a un truc où nous on se regardait pas les uns les autres, il y avait pas une manière de... C'était pas être hype que d'être artiste. Ce que j'entends des frangins avec nous ce soir, c'était une nécessité pour lutter contre l'ennui, pour développer un truc, et donc je pense qu'on a nourri comme ça dans nos antichambres, dans nos quartiers, dans nos matrices premières, des rêves assez purs. Et la difficulté à Paris, c'est justement de pas se faire péter la membrane en deux et d'en souffrir. Là où j'ai l'impression qu'ici, c'est plutôt
être artiste, ça fait partie d'un autre chemin de conquête sociale, quoi. Voilà. Et donc, ouais, non, c'était tellement indissociable de là d'où je viens, ce que je fabrique, ce que je raconte, que, en tout cas, ça me plairait pas du tout. Même si ça a pris énormément de temps de trouver une place ici. Le truc, c'est que les artistes parisiens qui sont ici, qui racontent Paris, on a toujours l'impression que ça marche, puisque les journalistes sont essentiellement basés à Paris, donc ils vont parler de projets qui leur ressemblent, etc. Mais derrière, je crois que l'essentiel de la France, typiquement moi par exemple, qui suis du sud-ouest comme vous, Ludovic et Zoran Boukarma, quand je vois leurs enfants après eux qui se passent en Moselle, en Moselle, donc voilà, en Lorraine, dans le Grand Est, qui est l'exact autre bout de la France par rapport à chez moi qui suis du sud-ouest, je me reconnais au final dans des trucs. Alors que c'est vraiment à 1000 bornes. Mais parce qu'il y a des espèces de trucs où on peut s'identifier. Alors que c'est vrai que je me rappelle quand j'étais ado, j'en parlais juste avant avec le boss de la station, qui a grandi aussi dans le même style d'imaginaire, de zone commerciale, de machin truc. Moi, quand j'ai 14 ans et qu'il y a LOL qui sort au cinéma, j'avais le seum comme pas possible, parce que je me disais mais là je suis dans l'antichambre de la vie, la vraie vie en fait elle a l'air de se passer ailleurs, ils ont l'air de s'éclater, etc. Et en fait moi c'est de la merde ma vie. J'étais très 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 en colère, c'était très difficile. Et en fait c'est juste que les imaginaires qu'on nous montrait, ça concernait 0,5% des gens, puisque c'était les gens qui vivaient à Paris dans des milieux riches. Vous avez consacré une chanson qui est super imagée justement à Paris et à votre rapport à Paris. Alors, ça m'a rappelé sous certains aspects une chanson de Vincent Delerme qui s'appelle Paris, tout simplement Paris, je sais plus, Paris. Où pareil, il explique de façon super détaillée, on a vraiment l'impression de voir un film se dérouler devant nos yeux, tout ce qu'il a projeté sur Paris en grandissant parce qu'on lui en parlait de loin et tout, et lui tout ce qu'il y a vécu et tout ce qu'il a réussi à habiter en fait dans la ville. Et c'est un compliment parce que moi c'est la chanson que j'ai beaucoup écoutée pour essayer de me forcer à aimer un peu Paris et à supporter d'être beaucoup ici. C'est la seule chanson de cet artiste d'ailleurs que je connais bien, mais en tout cas c'est une très belle chanson. Et cette chanson qui est sur votre nouvel album qui s'appelle Paris, la grande ville, s'y rapporte, je pense, c'est une chanson qui explique très bien, qui décrit très bien un rapport à Paris. Est-ce que vous voulez nous en parler quelques secondes ? Ouais, en fait, elle est très narrative. Pour moi, c'était vraiment commencer à partir du sol. Donc on regarde nos pieds. Donc au début, on parle des chewing-gums sur le sol, etc. Et le regard se lève. Donc c'est vraiment l'intériorité. Le regard se lève, et à travers les couplets, on regarde l'autre. Ce que dit beaucoup notre album, en tout cas il interroge beaucoup le rapport d'altérité, quelle est notre place à nous par rapport aux autres et dans quelle cartographie d'échelle on évolue. Et pour moi, ce titre il est assez important dans le disque. J'aime bien le dernier couplet parce qu'il essaye de nommer dans cette période où tout semble extrêmement polarisé, où la violence elle est très très mise en avant. On nous dit qu'on ne peut pas vivre ensemble, qu'on n'arrive pas à se connecter. Et il y a un truc qui est qui est important dans ce titre, c'est la phrase de la fin, je sais pas si on va l'écouter, mais tout le monde essaie d'aller mieux qu'hier, les gens sourient quand je leur souris, les jeunes aident les vieilles à porter leurs vieux trucs impossibles. C'est pas avoir une espèce d'angélisme sur l'existence, mais c'est vrai que je crois qu'au quotidien, c'est possible de voir la qualité de nos échanges, de nos relations. Je trouve que ça se passe, en fait, si on y réfléchit, dans nos journées, plutôt bien avec l'autre, quoi. Voilà. Et on a entendu l'une des deux moitiés de Terre Noire, Raphaël Herreras, nous parler de cette chanson Paris, la grande ville. Théo Herreras, est-ce que tu veux nous en parler également ? Ouais, bien sûr. Paris, la grande ville, c'est un des morceaux qui est arrivé au tout début de cet album et on avait quasiment envie de faire débuter l'album de cette manière-là pour pouvoir créer la première incursion de la capitale et ensuite pouvoir sortir d'un territoire beaucoup plus imaginaire. Et la force des choses ont fait que finalement on s'est déplacé un tout petit peu dans ce que voulait raconter cet album. Et en fait, on voulait plus partir pas non plus de la capitale, de la ville, mais en fait partir de notre intime. Et en fait, maintenant, ce morceau, dans le tracklist de l'album, il sert plus à remonter l'énergie et à parler d'un des nombreux territoires qu'aborde cet album. Et vous êtes avec nous ce soir pour discuter avec les frères Boukarma, Ludovic et Zoran qui ont réalisé récemment le film Leurs enfants après eux. Vous êtes là pour discuter de ce que c'est qu'être frère, mais aussi de ce que c'est que arriver ensemble pour créer quelque chose à un endroit où on n'était peut-être pas attendu. Et justement, comment on raconte la France,
la France d'ailleurs, la France de tout le territoire, une fois que l'on est ici un peu coupé de tout, coupé de chez soi. Ce qui est assez drôle, je crois que c'est que quand on a commencé nous à vouloir faire des films, c'était un moyen déjà de fuir en fait l'endroit où on avait grandi, parce qu'on n'y a pas forcément été très heureux quand on était enfant. Donc ça a été vraiment l'idée de faire aussi un métier qui était à l'opposé de tout ce qu'on avait pu connaître dans le Lot-et-Garonne. Et en arrivant à Paris, en commençant à écrire, etc., on s'est rendu compte en fait que tout ce qu'on écrivait qui n'était pas rattaché à ce territoire-là était assez mauvais en fait. Et on a écrit pas mal de films qui étaient très impersonnels. Je crois que les 3 premiers longs métrages qu'on a écrits se passaient soit en Afrique du Sud, soit aux États-Unis, où on avait à l'époque quasiment jamais mis les pieds. Et c'est quand on a commencé en fait à se rapprocher de notre territoire initial qu'on a commencé à trouver ce qu'on voulait faire. Alors ce qui est marrant, c'est que ça n'a pas été tout de suite le Lot-et-Garonne, ça a été d'abord de se rapprocher peut-être de la classe dans laquelle on avait grandi et de se dire qu'on allait parler des gens qu'on connaissait, des milieux sociaux, enfin du milieu social qu'on avait connu enfant. Et c'est là qu'on a fait nos 2 premiers courts-métrages en fait qui ont marché. C'est quand on a commencé à se dire qu'on va assumer en fait l'endroit d'où on vient. Et après on a aussi commencé à assumer les références qu'on avait, parce qu'elles n'étaient aussi pas les bonnes références, parce qu'on on a grandi avec des films d'horreur, des films populaires, un milieu qui n'était pas cinéphile, etc. Et je crois que c'est quand on a commencé à assumer nos références de films d'horreur, etc., de cinéma populaire, qu'on a peut-être réussi à trouver aussi notre voile là-dedans, en mélangeant un peu, en peuplant le Lot-et-Garonne, ça c'est dans Teddy, des monstres qui l'avaient peuplé dans notre enfance, dans notre imaginaire d'enfant en fait, en se disant on va ramener la figure du loup-garou qui est très américaine, dans le cinéma en tout cas, on va la ramener dans le Lot-et-Garonne, pour créer une espèce de conflit comme ça un peu entre la région qu'on avait fui et les références qu'on avait eues à l'époque quand on habitait. Ouais. Mais justement, en fait, quand on crée avec son frère ou sa sœur, d'ailleurs, on a en fait à ses côtés dans le processus de création quelqu'un qui a exactement les mêmes références que soi. Oui. On en parlait tout à l'heure, on n'a pas forcément besoin d'expliquer, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un risque du coup de s'enfermer et de croire que tout le monde va comprendre, mais c'est pas le cas? C'est possible qu'il y a un risque aussi, c'est de se planter à 2. Ça, c'est un truc on essaie toujours de garder quand même un peu du recul sur ce que l'autre fait, parce qu'on a l'impression, être 2, c'est une force en même temps, ça permet d'avoir un premier spectateur, etc. Je sûr qu'il y a des fois aussi où quand on est trop collé l'un à l'autre, on peut vraiment être emprunter un mauvais chemin à 2 et se planter sans forcément le voir. Mais Ludovic, ça te fait aussi peur, toi, l'échec du fait que vous soyez à 2 ou... Ouais, ce que tu dis, c'est vrai qu'il y a un risque des fois de prendre tous les deux la mauvaise voie. Ouais. Après, c'est sûr qu'on est 2 et en même temps, on a aussi d'autres interlocuteurs qui sont nos producteurs et les gens à qui on peut faire lire notre travail par ailleurs. Ouais. Après, moi, je pense quand même que ça reste une force, parce que le fait de ne pas avoir à développer une idée jusqu'au bout pour qu'elle soit comprise par l'autre, dans la création, c'est un vrai avantage. Et nous, on le voit quand on bosse avec d'autres gens, la dynamique n'est pas du tout la même, parce que chaque idée qu'on peut avoir... doit être déployé, développé pour être saisi par l'autre. Et ça demande beaucoup d'énergie. Je crois que nous, on gagne aussi... on économise... en tout cas, on met l'énergie au bon endroit en ne devant pas développer chaque idée parce que l'autre la comprend tout de suite. Donc, c'est quand même... ça permet peut-être d'être plus prolifique aussi. Vous avez eu la chance, tous les 4, de voir votre travail couronné de récompenses et donc de rencontrer des grands succès. On en a parlé un petit peu, on l'a effleuré en tout cas, cette histoire du succès qui peut venir griser, du succès qui peut faire changer soudain de classe sociale, qui peut faire changer aussi de rêve. Est-ce que le fait de travailler avec son frère, qui vient du même endroit, du même milieu, qui a les mêmes références et qui peut-être a aussi la proximité nécessaire que pour remettre l'autre à sa place, ça aide à garder la tête froide? Bien sûr, il est garde-fou. Théo. Être garde-fou et puis travailler ensemble, ça veut dire qu'on a déjà validé quelque chose, c'est qu'on aime l'intimité de l'autre, le paysage mental que l'autre se fait de la réalité. Parfois, on aime se confronter avec quelqu'un et c'est bon pour travailler, mais qu'est-ce que c'est bien de sentir que sensiblement et idéologiquement, on bat le même pavé. Et normalement, si on travaille un artisanat et qu'on comprend aussi que l'art, c'est un travail d'atelier, bah, normalement, on se dirige vers la même direction. Et moi, ce que j'ai ressenti, c'est que cet album me protège, mais c'est la musique que je fais avec mon frère qui me protège. C'est donc mon frère qui me protège.
Et voilà. Et cette musique, vous la décrivez dans Vivre sobrement, qu'on a entendu en tout début d'émission, comme de la chanson populaire. Vous dites Terre Noire, ça n'est pas révolutionnaire, c'est de la chanson populaire qui rend fier le quartier. Voilà. Pourquoi c'est important pour vous de faire de la chanson populaire et de vous aussi vous labelliser avec ce truc-là qui a souvent été vu comme un truc de bof, un truc paniche, un truc pas stylé, un truc de nul, quoi. Si, en fait, les chansons qu'on écrit, mes potes d'enfance, ils comprennent pas. Ils ont l'impression que je les snob. Bah, j'ai raté ma vie. En tout cas, j'ai raté mon geste. Mais ça veut pas dire, par contre, qu'il faut prendre les gens pour des crétins et des crétines. Et ne pas être exigeant, ne pas être précis, ne pas être inventif, ne pas essayer d'inventer des formes. Mais par contre, je pense qu'un geste artistique populaire, c'est un geste qui est pédagogique. C'est-à-dire que c'est un geste qui n'est pas snob et c'est très difficile à faire. C'est à la fois mettre dans son travail toutes les références qu'on engrange, des choses. Nous, on a aimé écouter Mano quand on était petit, Panic Celtic, Doc Gynéco, l'école du micro d'argent, Top DJ 7, toutes les compilations de Fun Radio, etc. de l'époque. C'est vrai. L'Eurodance. Et puis un jour, il y a Radiohead, notre père qui achète un album, notre oncle qui écoutait Magma, Frank Zappa, des musiques de zinzin des années 70-80. Et donc, en fait, il s'agit d'être honnête avec toutes les parts de soi. Et ça met du temps de faire l'alchimie de ce que vous avez dit. Moi, ça me touche beaucoup sur faire rentrer le loup-garou en Lot-et-Garonne. Bah, nous, c'est ça. On a essayé de faire rentrer Kendrick Lamar dans le lotissement des ormes, quoi. Et avec tout le choc esthétique que ça représente. Et du coup, normalement, mes amis d'enfance qui ont grandi rue à côté de la mienne, ils devraient entendre ce qu'on dit. Tu parlais de choc esthétique, justement, et d'avoir osé des formats, etc. C'est quel titre pour vous sur l'album, justement, qui sont les plus osés, qui sont allés le plus loin dans la forme et l'originalité ? Eh ben, il y en a plusieurs. Je pense notamment au morceau qui ouvre l'album, Ton Territoire, qui est un morceau qui vient vraiment aller prendre beaucoup d'influence. Je pense beaucoup à la musique orchestrale, à Maurice Ravel, je pense beaucoup à Radiohead, je pense beaucoup à Floating Points, qui est un artiste électronique anglais. Je pense aussi à Protégé, qui est le titre instrumental purement orchestral, qui est plus ou moins à la fin de l'album, qui aussi a ouvert notre groupe Terre Noire, de deuxième album, un nouvel imaginaire, la possibilité de se dire que notre musique, elle peut aussi être purement instrumentale et qu'elle peut aussi accueillir des instruments qui viennent du monde classique, qui ne viennent pas des synthétiseurs. Et je pense que ça, c'est tout plein de morceaux qui seront peut-être pas les plus écoutés, mais qui sont des validations pour nous-mêmes, de se dire on a le droit toujours d'éclaircir et d'augmenter nos aires de jeu et nos influences. Et plus on libère la peur, et moins on met de peur à l'intérieur de notre propos artistique, plus on peut le faire respirer et plus les gens l'entendent. Ludovic, Zoran, est-ce que ça existe, le cinéma populaire ? En tout cas, oui. C'est un objectif aussi qu'on se fixe, nous, tout le temps. On trouve que populaire, c'est un joli mot parce qu'on a envie de l'opposer à élitiste. Et c'est marrant ce que tu disais tout à l'heure, Raphaël, je suis totalement d'accord avec toi, c'est que notre jauge à nous, c'est notre famille, nos amis aussi. On se dit, les films qu'on fait, on aimerait qu'ils puissent être aimés et être compris par nos parents, par nos amis d'enfance. Et c'est vraiment tout le temps ça qu'on a en tête quand on crée. On se dit que si on raconte des histoires pour un public déjà averti, qui en soi irait au cinéma, irait au musée sans nous, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, quoi. Alors que si on arrive au contraire à aller vers les gens avec qui on a grandi, peut-être qu'on fait quelque chose qui a un peu plus de sens, quoi. On va écouter 2-3 dialogues extraits de votre film pour qu'on comprenne un peu de quoi ça parle, leurs enfants après eux. On s'emmerde. Tu veux pas qu'on aille à la plage des culs nus ? Bon, à la base, nous, on était venus pour voir des filles topless, hein. Pardon. On va à une soirée ce soir chez un pote à Drimblois, si ça vous dit. Moi, c'est Steph, au fait. On va pas aller jusqu'à Drimblois en vélo. La seule option, c'est l'YZ. Si je prends sa moto, mon père me défonce. Pense à ta copine. Elle est grave, cette meuf. Steph. Quand on est sorti, la moto était plus là. Je suis mort, putain! On va les retrouver. Sinon, cette famille est foutue. Attendez! Faut qu'on se tire, papa va me tuer!
passé. Je suis allé à Austin, au Texas. C'était un extrait de la bande-annonce de Leurs enfants, après eux, de Ludovic et Zoran Boukarma. Comment est-ce qu'on raconte, les garçons, le vide, l'absence parfois de perspective, la médiocrité, l'ennui, tout en rendant ça assez cool pour pouvoir être une distraction qu'on a envie d'aller voir au cinéma? Je crois que le challenge, ça a peut-être été pour nous de filmer l'ennui sans être ennuyeux. Je ne sais pas si on a réussi à le faire. En tout cas, c'est ce qu'on a essayé de faire. Je crois que nous, on aimait ce qu'on a déjà trouvé très fort dans le roman de Nicolas Mathieu initialement, c'est que c'est à la fois une grande fresque sociale. C'est un livre qui parle de la fermeture des hauts fourneaux, qui parle de la génération qui se construit sans cet horizon commun qui est le travail à l'usine. Et en même temps, c'est un livre qui est très généreux dans son écriture, qui est très fédérateur. Et ça fait, c'est à la fois un prix Goncourt et un livre qui s'est vendu, je crois, à 700 000 exemplaires parce qu'il a en fait plu aux gens, parce qu'il est généreux et accessible par l'écriture. Et il fait de la littérature populaire d'ailleurs. Ouais. Là où d'autres se pinçaient le nez et disaient mais pourquoi il a eu le Goncourt, c'est un roman de gare. C'est pas juste en fait. C'est pas juste que ça sorte de nos élites. Ouais, exactement. Et je crois que c'est un peu ce qu'on a essayé, nous, ce qu'on a eu à cœur de retranscrire dans le film, c'est un peu cet aspect-là, c'est-à-dire de garder à la fois quelque chose qui soit social, qui parle d'un territoire, qui parle d'une problématique qui est dure, qui est le déterminisme, encore une fois, qui est la scission un peu en deux de la classe ouvrière. Et en même temps, c'est un film qu'on a voulu très lumineux et très généreux dans sa forme. Donc on utilise aussi beaucoup de musique et d'ailleurs de morceaux qui sont connus. Alors c'est vrai que des fois on a pu nous le reprocher. Je crois que nous, ce qu'on aime dans l'utilisation de la musique comme ça, c'est qu'en fait ces morceaux, c'est un peu des choses qu'on a aussi en commun. Donc on a essayé un peu d'aller chercher des choses que les spectateurs ont en commun et dans lesquelles ils peuvent se retrouver, qui leur parlent, en fait, qui résonnent en eux. Et pour nous, c'est un moyen de fédérer aussi. Il y a une scène qu'on aime beaucoup. Tous les personnages du film, quelle que soit leur classe sociale, etc., sont réunis au bord du lac pour regarder le feu d'artifice du 14 juillet en écoutant Que je t'aime de Johnny Hallyday. Et à ce moment-là, on a bien cette idée de grande chanson populaire qui résonne un peu presque plus fort que la Marseillaise. Il y a quelque chose de fédérateur où on regarde tous dans la même direction. Voilà. Et j'aurais une question à nouveau pour vous, évidemment, de ces fameuses questions dont on pourrait faire des dissertes. Est-ce que pour vous, appartenir à un territoire, venir de quelque part avec une identité marquée, c'est aussi fort qu'appartenir à une famille? Et quelles sont les similitudes d'ailleurs de ces liens? Fier Culture, alors nous on a eu la chance d'être en résidence au musée de la mine de Saint-Étienne pendant des mois. Et donc c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup, on est un peu obsédé par Terre Noire. Terre Noire, c'est le charbon, et Saint-Étienne a été une région de charbon comme certains coins du nord de la France ou même Alès un peu plus au sud. Et en fait, on a vu ce qui structurait, en tout cas, en réfléchissant à la sociologie et à l'histoire de la mine, c'est quand même 600 ans d'exploitation de mines. En fait, ça a fait venir beaucoup d'immigrés, puis ça fait venir beaucoup de travailleurs de plein d'endroits en France et en Europe et Maghreb, etc. Et du coup, on se rend compte qu'il y a quelque chose de très très commun, une culture très commune aux gens qui viennent de ces espaces-là, qui sont dus à souvent la dureté de ces métiers. Souvent, la dureté de ces métiers crée une solidarité, Théo t'en parlait tout à l'heure, une possibilité d'apprendre à lutter. Il y a eu des grandes grèves à Saint-Étienne au moment de la désindustrialisation, au moment de 68 aussi. Et nous, notre grand-père, c'est aussi cette génération-là. Il était, en fait, notre grand-père, il a lutté avec le père de Bernard Lavilliers. Ils étaient syndiqués ensemble, donc ils ont lutté ensemble. Et donc il y a une forme comme ça à Saint-Étienne, dans ce territoire-là, de singularité et aussi une forme d'insoumission, d'irrévérence qui est super inspirante. Et on voit qu'il y a un réseau, un tissu associatif très très puissant. Et on se rend compte à chaque fois qu'on est avec des Stéphanois, il y en a beaucoup, Fiskara, Zedjoun Pavarotti, Fellower, plein d'artistes qui viennent de chez nous. Il y a quelque chose de très très commun dans la manière de ne pas vouloir appartenir à la classe des puissants, quoi. Voilà. Donc il y a cet attachement au territoire qui fabrique des singularités. Vous partagez cet avis aussi, vous, du coup, avec le Sud-Ouest, Zoran et Ludovic? Oui, je crois qu'il y a... Je crois qu'on a peut-être, quand on était plus jeune, on avait peut-être l'illusion d'être le fruit de ce qu'on avait vécu dans notre famille. Et je crois que ce que tu disais un peu tout à l'heure, Ludovic, c'est que maintenant, qu'on prend du recul, on se rend bien compte que tout ce qu'on a pu être, et même ce que notre famille est, c'est aussi le produit de ce que le territoire fabrique aussi à un endroit. Et d'ailleurs, c'est marrant, c'est que je pense aussi à leurs enfants après eux. Il y a un truc qui est intéressant dedans, qui nous a aussi beaucoup parlé dans le bouquin. Je pense à ça, c'est que nous, on a eu une particularité, c'est d'avoir été à la fois, d'avoir grandi dans un milieu populaire et d'avoir aussi un nom de famille, on s'appelle Boukarma, donc qui est d'origine algérienne, kabyle, donc qui est par notre grand-mère. Et à la fois, on est parti de cet endroit-là.
Et ce que je trouve marrant dans ce truc-là, c'est qu'il y a, en fait, dans le bouquin, nous, ce qu'on a aimé, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on ressemblait aux 3 personnages principaux du livre, à la fois à Stéphanie, qui est le personnage féminin, qui elle part à Paris faire des études. Et donc il vit une ascension de classe, à la fois à Hassine parce qu'il est d'origine maghrébine, et aussi à Anthony parce qu'il vient de cette classe-là. Mais oui, en tout cas, je trouve qu'il y a un truc, en tout cas, le territoire pour nous a vraiment forgé notre identité aussi. Enfin, on est issu de plein de choses. Il y a l'immigration, il y a la pauvreté, il y a la région rurale, donc il y a plein de choses qui font qu'on est ce qu'on est, qui dépassent, je crois, le cercle familial. Ouais. Mais il aura fallu qu'on vienne Excuse-moi, pardon. Non, t'inquiète, vas-y. Je sais qu'il aura fallu quand même qu'on vienne à Paris, nous, pour se rendre compte de ça, peut-être, et pour se rendre compte qu'on appartenait quand même aussi à un territoire. Et je crois que c'est par l'écriture, un peu, et le fait d'écrire des films qui se passent dans notre territoire, ou en tout cas dans la France dans laquelle on a grandi, ça nous a permis peut-être de nous réconcilier avec ce territoire qu'on voulait plutôt fuir, nous, quand on était ados. Ouais. Ça serait plus dur de raconter des personnages qui, justement, viennent pas du tout du même milieu que vous ? Je crois qu'on en connaît moins les codes, et forcément on se sentirait peut-être moins légitime à un endroit, peut-être, ouais. Je crois qu'il y a, en tout cas, on aurait peut-être moins de justesse. Alors peut-être qu'on peut parler de personnages qui sont arrivés dans le milieu dans lequel on est, mais peut-être qu'ils n'en viennent pas, c'est ce qu'on fait un peu dans notre prochain film, mais ça serait plus difficile, ouais. Et la construction de cette adaptation de leurs enfants après eux, est-ce que ça vous a fait réaliser des choses sur votre propre adolescence, sur votre propre parcours ? En tout cas, ça a résonné beaucoup. C'est vrai que, comme tu disais, Zoran, tout à l'heure, nous, on pensait pas adapter les mots d'un autre. On a toujours écrit des histoires originales. Et dans cette histoire, on s'est reconnu parce que Nicolas Mathieu mettait un peu en mots, et d'ailleurs assez brillamment, peut-être ce qu'on avait vécu quand on était ado, et sur lequel on mettait pas de mots d'ailleurs à l'époque. Mais je crois que nous, cette envie d'ailleurs qu'ont les personnages... Peut-être que ce qui est similaire, c'est la façon dont la trajectoire des personnages les réconcilie un peu avec l'endroit où ils sont nés. On a Anthony qui est, quand il a 14 ans, très naïf et qui veut partir aux États-Unis. Je sais que nous, on avait un peu cette même envie de partir le plus loin possible, et notamment aux États-Unis, parce que c'était un peu une espèce de rêve naïf qui nous disait que c'était mieux là-bas. Et en grandissant, son parcours à Anthony, c'est peut-être de se réconcilier avec la vallée dans laquelle il a grandi, et de se rendre compte que d'ailleurs, tout comme Hassine, il appartient pleinement à cet endroit, alors qu'il passe tout le film à s'opposer à lui, justement. Je trouve ce qui résonne fort dans Leurs enfants après eux, c'est vraiment pour nous l'idée aussi de regarder le déterminisme un peu à 2 échelles. Il y a d'abord l'échelle, si on le regarde à l'échelle sociale, évidemment, le fait que ces personnages-là vont rester dans leur région et faire des métiers qui sont similaires à ceux de leurs parents. Alors, ils n'ont pas le travail à l'usine, mais ils ont des métiers en intérim, etc. En fait, c'est qu'il y a un truc, si on regarde ça à l'échelle de la société, ça a une dimension triste, c'est la reproduction de classe, etc. Donc l'horizon est bouché, etc. Mais quand on regarde à l'échelle de personnages, en fait, les personnages d'Anthony et de Hassine se posent pas forcément ces questions-là à l'âge adulte, et en fait, ils appartiennent aussi pleinement à leur territoire. Et on aime bien l'idée qu'en fait, voir la réussite comme quelque chose qui est forcément une ascension sociale et économique par rapport à ses parents, c'est aussi très capitaliste de voir les choses comme ça. On peut très bien se dire que avoir une vie plus modeste, en fait, c'est pas grave. Il y a plein de choses à attraper dans ces vies-là, et c'est un peu ce que raconte Nicolas Mathieu dans le livre aussi, c'est qu'en fait, oui, le contexte est difficile, mais à l'échelle des vies de ces personnages-là qui ne font pas l'histoire, et qui sont des petites vies, en fait, il y a plein de choses qui valent la peine d'être vécues. Je trouve que c'est un truc qui est très beau, c'est d'ailleurs la dernière phrase du livre, c'est l'effroyable douceur d'appartenir. Il y a ce grand paradoxe un peu entre l'aspect effroyable du déterminisme et de la reproduction de classe, et en même temps quelque chose de doux dans l'idée de se sentir pleinement d'un territoire. Et donc il y a à la fois en fait l'enfermement et le truc de se dire je suis bloqué, je suis condamné à être ici et tout, et en même temps le plaisir d'avoir des choses qui sont familières et dans lesquelles on est quelqu'un. Ouais. Mais c'est des choses qui sont... alors on va pas commencer à trop jargonner parce qu'on n'est pas à l'université, mais il y a cet auteur Benoît Coquart, ce sociologue qui a fait un livre qui est super intéressant, et pour de la socio, ça reste abordable, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous le procurer, ça s'appelle Ceux qui restent, et en fait, il décrit la raison pour laquelle des hommes, notamment, choisissent de rester dans des campagnes pourtant défavorisées, donc comme le Grand Est, qui est en fait sinistré par les fermetures d'usines, ce que votre film décrit parfaitement, et ce que ça dit aussi, c'est qu'en fait, ces gars-là, même si disons que le paysage n'est pas idyllique là-bas,
il reste parce qu'aussi il y a un truc où on est quelqu'un là-bas, puisqu'en fait on est connu, on est le fils de machin, on est le frère de machin, on est le voisin de machin, et on a grandi avec machin. Et du coup, il y a un tissu social aussi qui est super important. Et justement, en parlant du tissu social, on sait qu'en ville, on va clairement choisir avec qui on traîne, alors que dans des zones moins peuplées, on connaît les gens de la génération de qui on est, en fait, tout simplement. Et j'ai une discussion très souvent avec mon copain qui vient de la ruralité également, qui se pose souvent la question, en fait, de savoir comment des gens avec exactement le même parcours que lui, qui ont grandi aux mêmes endroits, qui ont les mêmes références et qui parfois ont même bougé en ville comme lui, peuvent se retrouver dans des discours fascisants. Comment vous faites ça quand vous avez des gens, en fait, qui sur le papier sont totalement les mêmes que vous, avec qui finalement il y a eu une divergence totale d'opinion? Est-ce que vous arrivez à le concevoir et à le comprendre? Comment ça s'est passé? Ouais. Raphaël? Comment dire, je pense qu'il faut écouter ce que les gens ils ont à dire. Il y a des choses qui sont insupportables et il faut le dire, mais comment dire, moi j'ai rarement entendu parfois j'entends des choses qui sont des phrases toutes faites, justement sur mais d'ailleurs, enfin je veux dire, c'est pas tellement les gens de tous les jours que j'entends dire. En ce moment c'est plutôt nos dirigeants, et par exemple notre Premier ministre qui va dire qui va parler de submersion, par exemple, qui sont des mots absolument insupportables, qui sont des idées, des concepts, des idéologies qui viennent comme ça prendre un espace médiatique et politique très important. Moi, quand j'entends les gens de chez moi, comment dire, en fait, j'arrive toujours pas à prendre les gens de haut en me disant que je sais mieux. Il y a des choses qui mobilisent la colère. Je pense que la précarité, la pauvreté, ça mobilise la colère. Je pense que je vois aussi en ce moment, il y a des coupes budgétaires à l'endroit de la culture. En fait, je pense que le repli sur soi, nous on a grandi dans des espaces où les gens ils vivaient dans des immeubles ou dans des petits lotissements. Et parfois, je pense que la disparition du tissu social, des circuits associatifs, ça c'est des décisions politiques, de budget, etc. En fait, les gens, ils passent de moins en moins de temps ensemble dans une sorte de variété à porter un banc. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire pendant le festival de Terre Noire, c'est-à-dire à partir du moment où les gens ils se mettent à œuvrer. Parfois, les gens ils disent des conneries, mais ils disent des conneries. Et puis, quand ils se mettent à œuvrer, à faire des trucs ensemble, en fait, cette espèce de haine de l'autre, de peur de l'autre, de phrases toutes faites, elle disparaît. Donc, parfois, j'entends des automatismes qui sont des automatismes de langage. Je sais pas si parfois c'est si ancré idéologiquement que ça. Voilà. Donc, c'est pour ça que moi, je suis toujours partant de discuter et dire mais vas-y, va au bout, dis-moi ce que tu veux dire au fond, quoi. De quelle colère tu parles, en fait. Ludovic Boukarama, je me tourne vers toi parce que je te voyais hocher la tête. Tu te reconnais dans ce que dit Raphaël? Oui. On peut faire changer un petit peu les gens et les faire réfléchir sur... Oui, mais je sais pas s'il n'y a pas aussi des fois un sentiment de déconnexion entre les gens et ce qui se représentent comme étant les élites culturelles aussi. Et c'est peut-être pour ça que c'est... En tout cas, que nous, on a très à cœur de se dire qu'on essaye de faire des œuvres populaires, et le fait de voir qu'il y a aussi beaucoup d'artistes qui viennent des territoires et qui ensuite en parlent dans leurs œuvres, ça permet peut-être aussi de créer des ponts et de rompre cette barrière que peut-être que les gens ont l'impression de voir. Et je crois que peut-être que les gens manquent aussi de modèles. Et je trouve qu'il y a peut-être un truc où il y a un sentiment de déconnexion entre les élites qui habitent en ville et ce que vivent les gens au quotidien. Et je trouve que nous, à notre modeste échelle d'artistes, en tout cas, c'est intéressant de se dire qu'on peut faire le pont et de se dire que voilà, nous, on vient pleinement de ces territoires et on parle de ces territoires et pourtant, une partie de notre vie est aussi en ville et avec Zoran, voilà, on évolue dans un milieu qui est celui des films, et pourtant, on a quand même pleinement un pied dans la France, nous on va avoir nos parents qui habitent encore à la campagne, et on a pleinement un pied dans les deux mondes, et peut-être que si les gens se sentent représentés et n'ont pas l'impression qu'il y a une barrière entre eux et ce monde-là, ça peut aider modestement. Créer des objets d'art en fait qui puissent être une alternative à des raccourcis, justement, ce qu'évoquait Raphaël,
Et on en parlait aussi, faire en fait de la chanson populaire, du cinéma populaire, quelque chose qui à nouveau rassemble et crée des ponts. On arrive sur la fin de ce tunnel. On discutait juste avant avec les frères Boukerma de leur film Leurs enfants après eux, une vallée dont on ne s'échappe jamais, et l'appartenance à un endroit en fait, des discussions évidemment auxquelles souscrivent les frères aussi de Terre Noire. Vous faites référence dans des titres, notamment Jusqu'à mon dernier souffle, qui est peut-être votre plus grand tube, j'imagine, oui, ouais. Si on parle de chiffres, voilà. Ce son fait référence à des lieux chéris et connus seulement des gens de chez vous, et pourtant ça a parlé aux gens. Pourquoi ? Chacun chez soi et chacun peut l'entendre. La beauté de la musique, c'est que on peut entendre une musique en anglais ou en espagnol, un langage dont on n'est absolument pas à l'aise ou pas familier, et on peut comprendre ce qui se dit intérieurement. Je pense que ce morceau, il touche à l'intime, il touche à l'intérieur, il touche à chacun de nos territoires d'enfance, nos territoires aimés qui sont logés dans des endroits du jeune, de l'enfance, de quelque chose qu'on a perdu mais qui reste ancré à nous. Et ça, les gens, ils l'entendent. Et on a eu la chance d'avoir une exposition assez importante sur ce morceau, et en plus qui est passé à travers la télé, puisque c'est passé à la télé, et du coup plein de gens de partout en France, quelle que soit leur classe sociale, puisque tout le monde a une télé, a pu entendre quelqu'un parler de son chez lui comme son chez soi. Et ça, on en était extrêmement fiers. Et là, à travers ce tour, justement, ce protégé tour, il y a une volonté aussi de peut-être rendre les gens très fiers de leur territoire, et de le montrer à des artistes qui viennent, qui connaissaient peut-être justement via leur télé. Ouais, pour moi, c'est la mise en lumière de... En fait, si nous, notre spectacle vivant, il permet de mettre en lumière des initiatives déjà en place, c'est trop beau, parce que souvent, c'est... Enfin, on s'est souvent posé la question, qu'est-ce que permet un concert ? Est-ce que c'est juste le moment du spectacle, ou est-ce que si on reste plus longtemps, ça permet de démultiplier les liens ? Et pour nous, la musique, c'est ce qui est trop stylé, c'est que en fait, c'est quand même l'énergie, les ondes, les battements d'air qui permettent de démultiplier les liens. Les gens viennent, on a la chance immense que des gens viennent nous voir. Et donc l'idée, c'est qu'on va faire aussi pas mal de tables rondes comme ça, et souvent on va inviter des gens. Et nous, on va juste être le prétexte pour que les gens viennent, et puis tout d'un coup, on va donner la parole. Ça, c'est des trucs qu'on avait fait déjà au Festival de Terre Noire, où nous, on était connus chez nous, mais en fait, on a fait une table ronde, et pour la première fois, il y a le président de l'Amicale laïque de Terre Noire, qui a 80 ans, qui s'appelle Coco Bernon, qui a parlé du quartier, de ce qui allait, de ce qui allait pas, un urbiculteur. Et ça, pour nous, c'est une vision politique qui nous plaît bien. Nous, on est comme des bardes, en fait, tu vois. Ouais. Ça fait la fête, et puis tout d'un coup, après, démerdez-vous, que les gens puissent se parler à l'intérieur de cette fête. Voilà, faire des passes dés aux autres, en fait. Passe décisive, exactement. Et ça, pour nous, ça nous remplit de joie, en fait, de faire ça. Ludovic, Zoran, est-ce que vous, les succès artistiques, justement, ça vous éloigne de chez vous ? Est-ce que ça vous donne de plus en plus envie de continuer à raconter cet endroit dont vous venez ? Je crois que ça ne nous éloigne pas. Alors, c'est toujours un risque d'être loin, peut-être d'un point de vue géographique, donc parce que c'est qu'on y va un peu moins peut-être qu'avant, mais je crois que ça nous éloigne pas. Au contraire, ça donne envie de... Je trouve qu'à mesure qu'on fait des films, je crois qu'on développe un peu on essaie de conceptualiser ce qu'on veut faire, et je crois que ce qu'on veut faire, c'est vraiment ça, c'est essayer d'aller chercher ce qu'on a connu nous enfants, et de se rapprocher de ces territoires-là, de ces classes sociales qu'on a connues. Donc je crois que non, ça nous... En fait, je crois que ce qui est marrant, c'est on s'est jamais senti autant appartenir, je crois, à notre classe sociale d'origine qu'aujourd'hui, alors que pourtant on en est peut-être un peu plus éloigné. Mais... Et le fait d'avoir un frère, après, ça rappelle aussi peut-être à cet ancrage en permanence, d'avoir son frère avec qui on fait tout. Ouais, totalement. Je crois on est deux avec les mêmes souvenirs, et donc forcément, vu qu'on on construit tout, on pense tout à deux, donc forcément tout nous ramène vers ça. Il n'y a pas de regard extérieur qui s'immisce entre ça. Ouais. Il y a un équilibre aussi, un besoin d'équilibre, je trouve, entre peut-être le monde du cinéma dans lequel on évolue, et au contraire la famille et les parents, les frères, etc. Pour moi, c'est vraiment un truc. Ça va main dans la main, parce que c'est un équilibre absolument nécessaire, justement. C'est quoi cette phrase en anglais ? C'est quoi ? On peut sortir le garçon de la ferme, mais on peut pas sortir la ferme du garçon. Je crois que c'est comme ça qu'on se sent, un peu. Bah, surtout que peut-être que ça inquiète moi aussi, la famille, de savoir
quand il y a un enfant seul qui est égaré dans les affres justement de la notoriété ou du succès et tout, ça peut faire peur, alors que là on sait que 2 personnes ensemble. Écoutez, c'est la fin de cette émission sur les fratries, mais aussi beaucoup et surtout sur les endroits d'où on vient et comment est-ce qu'on y reste connecté et comment est-ce qu'on en fait quelque chose de beau via une œuvre artistique. J'étais ravie de vous recevoir, les frères Herrerias du groupe Terre Noire, qu'on peut retrouver dans les bacs, comme on dit, avec l'album Protégé et bientôt en tournée dans toute la France, mais une tournée particulièrement intéressante qui va se passer par coin de la France où vous passerez beaucoup de temps. Merci d'avoir pris le temps sur votre escale parisienne de venir dans les studios pour la 2e fois, Raphaël et Théo. Merci Anna. Merci. À bientôt. À bientôt. Et nous avions aussi ce soir avec nous Ludovic et Zoran Boukerma pour votre film, toujours en salle, Leurs enfants après eux, qu'on peut encore voir à travers la France. Donc si vous n'y êtes pas encore allé, dépêchez-vous, il est toujours dans les salles. Merci beaucoup d'être venu ce soir. Merci à toi. Merci Anna, c'était passionnant de parler avec vous tous. Ouais, merci beaucoup. Partagez. Et à très bientôt. Je vous rappelle que vous pouvez toujours retrouver cet épisode sur l'application et le site Radio France, mais aussi sur toutes les plateformes de streaming. Et enfin sur YouTube et en rediffusion le dimanche soir de 23h à 1h du matin. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure sur Move, 19h, 21h le jeudi. C'est tout musique après moi. Salut.